Donc, merci à tous. Moi, je suis ravie de voir des visages démasqués. C'est quand même, moi, quand j'ai vu que le 14 mars, on faisait tomber les masques, je me suis dit le bol monstre que j'anime le 15 mars, parce qu'on a fait quand même énormément d'animations. Moi, je les faisais l'année dernière. J'étais seule devant mon ordinateur, vous voyez, et il ne rigole pas. Quand je fais des blagues, pas de blague. C'est quand même... Donc, tu ne sais pas si ta blague était bonne ou mauvaise, parce que tu es dans le monde du silence. Donc là, attention, si ça, vous ne riez pas mes blagues, là, je saurais que la blague était mauvaise. Au moins, je serais fixée. Et donc, on a, je crois, une soixantaine ou une trentaine de participants à distance. Donc, on a utilisé les moyens de la fac, là, et donc on aura une diffusion sur YouTube avec une possibilité de replay. Donc ça, on vous enverra le lien vers le replay et puis vers le support. Le support, vous le demandez pas tout de suite derrière, parce que je l'ai fini là ce matin, enfin même ce midi à 13h, vous voyez, très large, 13h par rapport à 14h. Mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Et donc, je vous ai juste fait une petite diapo pour que, comme ça, Monsieur Chanel puisse se présenter à la France entière. Monsieur Chanel, comme on va être sur YouTube, vous allez voir que les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Donc, Monsieur Chanel, mettez bien en avant l'IUT de Schiltigheim, quand même. Okay. Donc, Denis Chanel, donc responsable de la licence gestion de la paye depuis sa création. Une majorité me connaissent, sinon tous. Et donc, on a mis en place avec Madame Cordelier depuis plusieurs années cette rencontre annuelle parce qu'en fait, cette information paye n'existe pas en dehors de l'ordre des experts comptables. Et on s'est dit, autant faire profiter d'autres acteurs de la paye. Et donc, c'est dans le cadre de cette licence que ça me paraissait le plus cohérent, puisque c'est la seule formation paye, donc là je vends, c'est la seule formation paye existante sur le secteur... en tout cas, Alsace. Après, alors pour information, les licences professionnelles majoritairement disparaissent dans le cadre de la mise en place du bachelor universitaire de technologie, mais la licence paye, elle sera maintenue. La direction a accepté de maintenir cette licence, puisque on a démontré qu'elle correspondait à un besoin sur le marché du travail. Et donc, on va continuer pendant au moins 5 ans, à partir de 2024. Donc, jusqu'à 2029, elle sera de toute façon ouverte. Et puis après, on verra le marché de l'emploi à ce moment-là, s'il y a moins de besoins en termes de paye. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On alimente tellement que peut-être un jour, il n'y aura plus de paye. Il n'y aura plus besoin de nouveau. Ouais. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'être présent. Et puis, on va laisser Mme Cordelier nous présenter toutes ces nouveautés. Voilà, très bien. Donc moi, j'ai un micro-cravate que je n'ai pas de cravate. Mais donc, du coup, normalement, on m'entend bien. Alors, attendez voir, j'éteins juste ça. Juste pour que je me présente quand même à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Annabelle Cordelier, je suis expert comptable. Je suis déléguée régionale du club social. Donc, maintenant, on est passé Grand Est. Avant, on était région Alsace. Maintenant, on est au format Grand Est. Et donc là, le support que je vous présente, c'est un support que j'ai récupéré donc, du club social. Mais moi, j'aime bien animer, donc j'ai rajouté quelques diapos de mon choix. Et donc, comment dire, il y a eu encore une session là, ce matin de 9 à 11. Donc, vous voyez, j'ai récupéré le support juste dans la foulée. Et il y avait des thèmes qui me paraissaient intéressants d'aborder. Donc, c'est pour ça que je les ai rajoutés. Donc, normalement, on a 2 heures à passer ensemble. Et on avait petite collation à la fin, là, comme les moments festifs avec respect des gestes barrières sont à nouveau autorisés. Donc, si vous avez soif, restez jusqu'à la fin. Il y aura au moins de l'eau à boire. Le reste, je ne sais pas. Et après, j'ai prévu aussi un temps de questions-réponses, parce que ça, je sais que c'est apprécié. Donc, juste par respect pour les gens qui nous écoutent à distance, on a un micro. Alors, on verra, soit je vous ferai passer le micro pour qu'on puisse entendre votre question, soit je reformulerai votre question. Parce que c'est souvent le souci quand on a une question de la salle, les gens à distance n'entendent pas la question, ils entendent la réponse, mais comme ils ne connaissaient pas la question, ça nous fait perdre un peu de temps. Mais donc on ne fait pas les questions au fur et à mesure, parce que vous avez tous votre question fétiche, mais qui n'intéressera pas forcément tout le monde, donc je préfère faire la question à la fin, ou alors vous aviez la question pour laquelle vous étiez venu, vous pensiez que je n'allais pas la traiter, et en fait, diapo 42, voilà la question que vous attendiez, donc vous voyez, soyez patients. Voilà, donc on va aborder différents thèmes. Là, pour ne pas vous assommer tout de suite, je vous ai fait 4 grands thèmes, comme ça vous voyez à quoi vous allez vous en tenir. Donc pour les étudiants, quand on arrive à la jurisprudence, ça touche à la fin, parce que les étudiants, 2 heures, ça va peut-être être un peu long, parce que c'est 2 heures sans pause. Donc voilà.
Donc, on va commencer par tout ce qui est paye et DSN. Et bon, là, j'ai voulu axer plutôt sur les nouveautés. Après, bon, forcément, la Covid, on ne sait pas quand on s'en sortira, mais donc encore un petit peu d'actualité en espérant qu'effectivement ça se calme. Alors là, autre actualité, là, on va partir dans tous les sens. C'est un peu les thèmes sur lesquels moi je suis pas mal questionnée en tant que directeur Paul Pay Group, soit par mes collaborateurs, soit par nos clients. Et bon, je trouvais que c'était intéressant de vous faire un petit focus. Et alors là, quelques arrêts de jurisprudence. Donc là, pour tous les gens qui sont en entreprise, c'est là que vous commencez à moins m'aimer, parce que je vais vous donner des arrêts de cour de cassation qui font mal. Et vous allez dire, ah non, c'est pas possible, ah ouais, là, il va quand même falloir que j'en parle à mon dirigeant parce que ce qu'on fait, on est quand même très borderline, quoi. Donc, jusqu'à ce paragraphe-là, souvent, vous m'aimez bien. Après, sur les arrêts de jurisprudence, vous m'aimez moins. Mais c'est pas moi qui ai pris les décisions, c'est la Cour de cassation. Et donc, je pense que c'est quand même important de les avoir. C'est des arrêts récents, ça vous permet aussi de dire à vos dirigeants, vous voyez que c'est pas complètement hypothétique parce que nous, on est des gens bornés et légalistes. C'est quand même qu'il y en a qui ont été en Cour de cassation et qui ont obtenu gain de cause. Voilà, pour le démarrage. Ah, j'oubliais donc pour les gens qui sont à distance, on espère que le son est bon. Pour l'instant, nous, on n'a pas pu vous écrire, parce que je voulais vous écrire, bienvenue à vous, tout ça. Donc, je vous le dis oralement. Et normalement, vous pourrez poser vos questions dans le chat. On espère que ça fonctionne. Et ça, M. Chanel regardera à la fin, quand on fera les questions de la salle. Vous aurez le droit aussi à des questions. On ne veut pas vous priver de questions. Voilà. Donc, Focus Pay et DSN. Alors, donc, je vous ai remis, je pars toujours du plus simple au plus compliqué. Donc, le SMIC, ça vous a peut-être pas échappé, qu'il a été revalorisé au 1er janvier 2022. Pour l'instant, sans coup de pouce, c'est-à-dire que c'est juste les effets de l'inflation qui ont conduit, alors qu'il avait déjà été revalorisé au 1er octobre, à être à nouveau revalorisé au 1er janvier. Donc, il s'établit à 10,57 brut. Et alors ça, comme on est reparti avec de l'inflation, moi ça fait 24 ans que je travaille demain, on risque d'avoir plusieurs augmentations durant l'année. Le système du SMIC, c'est fonction de l'évolution de l'inflation, c'est toujours l'indice des prix hors tabac, pour pas que ça soit influencé par l'évolution du prix du tabac. Mais donc, moi je me souviens d'années, hop, il était revalorisé au 1er mai, au 1er octobre. Bon, ça nous embête quand même énormément dans les services paye. Parce qu'en fin de compte, dans le paramétrage de la plupart des logiciels, si vous êtes au SMIC, vous êtes peinard, vous avez écrit que la personne est au SMIC, donc votre logiciel, le SMIC change, ça vous le change. D'accord ? Mais ceux qui sont juste au-dessus du SMIC, là, dans votre logiciel de paye, généralement, vous avez tapé le taux horaire du salarié. Donc, typiquement, en octobre, il était à 10,48. Là, on est passé à 10,57. Donc, 10,48, vous étiez à 10,52, vous ne l'aviez pas mis au SMIC. Et ça, je vous dis toujours, il faut vous refaire un focus pour tous ceux qui sont proches des minima, parce que vous pouvez le louper. Alors bien sûr, quand tu as 30 salariés, c'est plus facile de voir les quelques-uns qui sont proches du SMIC. Imaginez une usine avec 700 salariés, le contrôle est plus compliqué à faire. Donc ça, toujours penser, c'est dans ce sens-là que je vous dis que c'est quand même pénible quand le SMIC il augmente plusieurs fois dans l'année, c'est qu'on a ça à suivre. Alors les questions qui me sont souvent posées, c'est combien il faut qu'on cotise pour valider un trimestre de retraite. Donc ça, depuis la réforme récente de la retraite, maintenant il suffit plus de 150 fois SMIC, la valeur de 150 fois le SMIC, pour valider un trimestre de retraite, ce qui est quand même intelligent. Dans le temps, c'était 200 fois le SMIC, ce qui faisait que tu faisais bosser tes enfants en été. En juillet, ils travaillaient un mois au champ, ils étaient payés au SMIC, 151,67 €, ils ne validaient pas un trimestre de retraite. C'était quand même un peu dommage. Maintenant, ils ont mis ça à 150 fois le SMIC, donc la valeur, c'est 1585,50 €. Ce que je vous ai mis en dessous, c'est que souvent, et ça c'est un peu le côté injuste, c'était ingénieur. Tu commences en septembre, un ingénieur qui a fait une grande école, on va dire que lui, il va être payé 3000, 3500 dès sa sortie d'école. Je sais que ça fait rêver, mais bon, il a un diplôme d'ingénieur. Et là, ce que je vous mets, parce que ça c'est subtil, vous voyez, rien qu'avec ses salaires de fin d'année, on serait peinard, il validerait 4 trimestres de retraite, sauf qu'il faut penser au plafond. Parce que quand on parle de trimestre de retraite, en fait, on parle de la retraite de base, et ça, on oublie souvent que la retraite de base, vous savez, qui est après versée par la CARSAT, et pour laquelle on paye les cotisations à la sécurité sociale, à l'URSSAF, on est limité au plafond. Donc, vous voyez, dans les petits calculs malins, notamment un mandataire social, hop, je lui fais une fiche de paye à 10 000 en décembre, eh ben non, il sera très triste, donc il viendra vous engueuler, parce qu'il aura validé 4 trimestres de retraite, parce que vous n'aurez pas fait au moins 2 fiches de paye avec 2 fois le plafond à 3 428. C'est pour ça que je vous fais
cette petite remarque-là, souvent, on nous sollicite. Et pareil, alors moi j'aime bien quand on a des nouveaux seuils, que vous mémorisiez un peu les chiffres clés. Et donc, j'aime bien vous rappeler que les IJ de sécurité sociale, donc, elles ont été plafonnées par Sarkozy. Donc ça s'est passé comme une lettre à la poste, tout le monde s'en moque. Mais en fait, ça a quand même de l'effet. C'est-à-dire que tout le monde, on cotise sur l'intégralité de notre salaire pour pouvoir avoir des IJ de sécu. Mais quand on les récupère, c'est notre salaire plafonné à 1,8 fois le SMIC. Et donc ça me paraissait quand même intéressant de vous mettre le montant donc de cette indemnité journalière maximale qui va être donc à 47,43 pour 2022. J'ai essayé de retrouver hier soir là, un montant, vous me pardonnerez si c'est 47,42 ou 47,44, mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc ça, c'est le maximum qu'on peut toucher en 2022 quand on est malade, à moins que le SMIC il soit de nouveau revalorisé après. Entrez donc. Voilà sur le SMIC ce que je voulais vous dire au-delà de la revalorisation. Alors le plafond de la sécurité sociale, là on a eu beaucoup de chance, il n'est pas revalorisé, puis je me demande si ça ne fait pas 3 ans qu'il n'est pas revalorisé. Donc ça pour nos cerveaux, ça nous fait quand même beaucoup de bien, un chiffre en moins à retenir. Et donc là, pareil, il faut connaître le montant mensuel, 3 428. Par exemple, nos étudiants, quand vous postulez à la paye, tu postules à un poste de paye, le SMIC et le plafond, il faut connaître quand même. Sinon, il ne faut pas postuler à un poste de paye. Donc ça fait partie des trucs, il faut quand même le bosser un petit peu avant. Surtout que moi, je n'étais jamais méchante dans mes entretiens, je demandais le taux du SMIC. Le taux du SMIC, je dis rien, c'est SMIC brut, SMIC net, SMIC mensuel, tu me réponds quelque chose, quoi. Si tu me réponds rien, tu veux faire de la paye. Et là où c'est vraiment important, c'est que quelqu'un qui a travaillé, par exemple serveur, livreur de pizza, tout ça, il connaît le montant du SMIC. Et il va me répondre à la question. Il va me dire, c'est à peu près tant net, parce que moi j'ai bossé, je savais bien combien je gagnais en net. Et donc pareil, le plafond, on n'a quand même pas énormément de chiffres clés à retenir en paye, c'est quand même important de le retenir. Et donc sur l'année, vous voyez, ça représente à peu près 41 000 euros. Et là, pareil, moi, j'aime bien les choses simples. Il faut se souvenir, là, je vous l'ai mis, donc je pourrais vous mettre des astérix tout le temps à mes diapos, parce que le social, c'est compliqué, mais de vous souvenir que tant que vos indemnités de rupture, elles ne dépenseront pas 2 passes, et donc 82 000 euros, vous êtes un peu tranquille sur le dispatching, soumis, pas soumis, CSG, pas CSG, etc. Après, on a des cas particuliers qui peuvent être piégeants. Par exemple, quelqu'un que tu licencies, et puis que ça faisait 3 ans qu'il était en maladie, je n'ai pas de salaire sur l'année civile N-1. Et on a un des autres critères, c'est le double de la rémunération de l'année civile précédente. Le double de 0, ça fait toujours 0. Donc ça, de temps en temps, on est embêté. Mais là, c'était plus pour vous dire, les indemnités de rupture, tant que tu es en dessous de 80 000 euros, vous n'aurez pas de règles très compliquées à faire. Mais moi, ça m'est déjà arrivé où ils me font un compte-rond. Généralement, ils te font, tant que tu as l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, plus d'autres indemnités, on donne des noms, et le package total, j'arrive à 100 000. C'est ça le compte-rond. Et 100 000, vous voyez que là, il faut que vous tiltiez, que ça ne va pas forcément être complètement exonéré. Il va falloir regarder ce que ça donne. Et en tout cas, pour la partie qui excède les 82 000, il y aura de fortes chances, sauf autres règles applicables, que ça soit au moins soumis pour partie. D'accord ? Donc ça, je trouvais que c'était important de vous le rappeler. Alors ensuite, ça c'est mon petit tableau fétiche. Comment dire, je vous le présente chaque année et je pense que c'est important de l'avoir en tête, notamment par rapport à vos DRH, à vos directions, c'est les effets de seuil en France. Et ça, je me souviens quand j'animais pour des étudiants, ils étaient assez scotchés des effets de seuil. Donc là, je vous ai remis le SMIC donc en global, 1603. Là, je vous ai mis le taux de charge sociale salariale sans la cotisation droit local alsacienne, sans les systèmes que vous avez en plus dans votre entreprise. Je vous fais un truc avec, grosso modo, tu as un salarié en France de l'intérieur, donc tu n'as pas le droit local, tu n'as pas de complémentaire santé, tu n'as pas de prévoyance. Vous voyez que les taux de charge sociale salariale, c'est à peu près toujours les mêmes, on est aux alentours de 20%. Quand vous voulez faire le calcul dans vos entreprises, généralement 24%, c'est le bon montant. Pour passer du brut au net, tu retires 24%, tu arrives au bon chiffre, parce qu'il y a toujours généralement une part, donc déjà nous on a les 1,50 de régime local, après tu as souvent une part salariale de prévoyance, une part salariale de complémentaire santé, souvent 24% c'est le bon chiffre.
Alors ensuite, ici, vous avez le taux de prélèvement à la source non personnalisé. Donc ça, c'est pareil, ça vous donne aussi un peu une idée du montant du prélèvement à la source pour les célibataires sans enfants, parce que le système d'impôt, en fait, en France, c'est plus tu as d'enfants, moins tu payes d'impôts. Enfin, il y a une limite quand même. Chaque enfant peut rapporter que 1 500 €. Mais je dis toujours, le troisième, donc d'abord, c'est le petit qu'on aime, parce que vous savez, dans l'ordre, tu fais 1, 2, 3. Donc c'est d'abord le petit qui est ton chouchou, parce que lui, il te rapporte jusqu'à 3 000 €. Mais après, quand le petit est moins petit et que c'est le grand qui risque de partir, c'est le grand qui devient ton chéri. Parce que s'il se barre, tu perds quand même 3 000 € d'impôt. Donc vous voyez, c'est bien, ça équilibre. Et celui du milieu, comme toujours, il ne fait pas de vague, il est au milieu. Voilà. Donc les taux de passe non personnalisés. Donc ça, comme je dis toujours à mes collaborateurs, ça dépend des gens qu'on reçoit. Si on embauche des gens qui sont célibataires sans enfants, on peut leur appliquer le taux non personnalisé, ça ne va pas les choquer. Si tu reçois des gens qui sont mariés, par exemple, avec un conjoint qui ne travaille pas et puis qui ont une trépatouillée d'enfants, le taux non personnalisé, ça ne va pas leur plaire du tout. Et donc, c'est là où on doit faire l'appel de taux de passe, là, qui s'appelle Topaz. Ça, moi, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important à avoir en compte, à avoir en tête. Je sais qu'il y a des entreprises qui s'en moquent. Bon, moi, je pense que ça peut quand même être un service à rendre. Et on parle d'un nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise. Vous voyez, bon, je pense que ça peut quand même être intelligent de faire un appel de taux de passe. Il parle d'un jour de faire une DSN événementielle arrivée du salarié, où magique, on recevrait en retour, en automatique, le taux de passe. Mais ça, c'est bizarre, on n'a pas de timing. Mais c'est dans les tuyaux, donc peut-être que ça arrivera quand vous rejoindrez les entreprises. Voilà. Et alors, donc, taux de charge sociale patronale, donc c'est là où on va s'attarder. Donc, l'intérêt du tableau, c'est de vous montrer que sur un SMIC, il n'y a plus de charge sociale patronale en France, et donc depuis longtemps, ce n'est pas arrivé l'an dernier. Grosso modo, qu'est-ce qu'on doit payer? On doit toujours payer notre taux d'accident du travail. Et donc là, j'avais sur le dossier un taux ras des pâquerettes, genre 1,10. Selon votre entreprise, si vous avez des métiers plus à risque, il y a des entreprises qui ont un taux d'accident du travail à 6%. Donc forcément, elles, n'allez pas dire à votre patron, ah ben c'est bien, on paye 0 charge, regardez déjà votre taux d'AT. Et là, rebelote, je vous redis, je n'ai pas pris de complémentaire santé, parce que comme ça, vous pouvez rajouter, vous, votre part patronale de frais de santé, combien ça représente sur le montant d'un SMIC. Je n'ai pas mis de prévoyance, parce que la prévoyance, légalement, elle n'est pas obligatoire pour des non-cadres. Donc j'ai fait le truc à minima, et donc taxe d'apprentissage, formation continue, pour une entreprise de moins de 11 salariés. Mais quand même, c'est important de voir que donc, 0 charge sur un SMIC. Alors que quand on est à 1,6 fois le SMIC, donc vous voyez que ça représente 2 565 €, et bien là, on n'a plus l'allègement de charges. Bon, ils ont tenté de nous donner un autre nom, Fillon, dans la pratique, on appelle tous ça Fillon. Et vous voyez qu'on passe de 1,47 à 33,47. Et donc ça, une fois, j'avais un étudiant qui m'avait dit « Ah ben ça ne pousse pas les patrons à te payer plus quand même. » C'est vrai, c'est le principe. Ça, c'est quand tu montres ça à un patron, pourquoi il t'augmenterait le salaire du salarié, puisqu'il va payer plus de charges. Donc l'idée, c'était de sauver l'emploi ouvrier en France, sauf que, comme vous le savez, maintenant, il n'y a plus du tout ou quasiment plus d'ouvriers en France, donc ils ont voulu les sauver, mais trop tard. On n'a plus d'emploi ouvrier, enfin de gens payés au SMIC, ça devient de plus en plus rare. Et donc là, par contre, j'insiste pour dire que c'est progressif. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer de 1,47 à 33,47 d'un coup. C'est au fur et à mesure que tu vas t'élever jusqu'à 1,6 fois le SMIC, ça va être graduel. Donc là, c'est plutôt intelligent. Que vous allez voir sur les autres, ce n'est pas du tout intelligent et ça fait mal. Alors la ligne suivante, c'était pour distinguer un non-cadre d'un cadre. Donc ça, grande question classique, à quoi ça sert d'être cadre de nos jours? Bon. Alors il ne faut quand même pas oublier que dans les conventions collectives, il y a des avantages qui sont réservés aux cadres, que les non-cadres n'y ont pas le droit. Donc il ne faut pas dire que le statut cadre, ça ne vaut plus rien. Mais c'est vrai qu'avant, on mettait en avant le statut cadre pour l'ARGIRC, la cotisation de retraite des cadres. Et ça, c'est vrai que depuis la fusion donc, qui est intervenue en 2019, il n'y a plus d'intérêt à être cadre, en tout cas pour la retraite. Et donc là, vous voyez que ce qui change, c'est la cotisation APEC. Bon, donc ça, c'est le pôle emploi des cadres, l'association pour l'emploi des cadres. Donc quand tu es au chômage, tu peux aller postuler à l'APEC. Je ne sais pas si ça te donne beaucoup plus de chances de retrouver un travail, mais enfin, c'est un truc qui est réservé aux cadres. Et surtout, alors ça, à chaque fois que je fais une formation, je vous en reparle, ce qui reste obligatoire, c'est la prévoyance cadre sur la tranche A au taux minimum patronal de 1,5. Et donc ça, s'il vous plaît, regardez, à chaque fois que je prends des dossiers, je trouve toujours des entreprises qui ne sont pas à 1,50,
minimum tranche A en patronale. Or, ça, c'est l'obligation qui est faite quand on a des cadres. Alors, là où on est embêté, c'est que de temps en temps, vous avez des assureurs qui vous ont dit « Ah ouais, mais je lui ai fait une fleur ». J'ai une entreprise, 250 salariés, donc la fleur est appréciable. Ils sont à 1,21. Bon, alors, vous voyez, l'assureur lui fait une fleur. Sauf que moi, l'obligation qui m'est faite, c'est d'être à 1,50. Donc, moi, j'ai envie de dire, au lieu de nous faire une fleur, augmente-nous les garanties. Mais ça, l'assureur doit moins aimer. Et fais-moi une garantie à 1,50. Parce que ça, par contre, on n'a pas encore d'arrêt de cour de cassation. Il faudrait qu'on ait un cadre qui meurt, que la veuve et l'orphelin attaquent, et puis qu'ils aient envie d'attaquer jusqu'en cour de cassation. Et les arrêts de cour de cassation, c'est 10 ans pour les avoir. Mais ça, c'est quand même touchy. Moi, j'ai une vision assez stricte là-dessus. En tout cas, quand on me sollicite, moi, je préfère être à 1,50 minimum, tranche A en patronale pour les cadres. Donc voilà, on a intégré ça. Et alors là, par contre, donc là, vous voyez que grosso modo, il n'y a pas de gros écart entre le non-cadre et le cadre. Et là, par contre, là, il y a un effet de seuil de folie, c'est-à-dire qu'à 4 007 € ou 4 007 € x 12, la personne, elle paye 35% de charges sociales. Et là, à 4 008 €, donc à l'euro près, tu as un effet de seuil, tu te manges 6% de plus depuis le 1er janvier. Et donc ça, on a beaucoup de clients qui le découvrent au moment du paiement d'un 13e mois, par exemple en novembre ou en décembre. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est payé 4 000 € tous les mois. Donc 4 000 € tous les mois, il est tranquille, il paye 35% de charges patronales. Et crac, en décembre, sympa qu'on est, on lui verse un 13e mois. Et donc en global, il va dépasser les 4 008 x 12. Et donc là, le logiciel, ils savent bien le faire, le logiciel, mais ça fait peur aux dirigeants. Hop, il va recalculer 6% depuis le 1er janvier. Et bien sûr, comme généralement, tu n'as pas un cas isolé dans l'entreprise, vous voyez, le dirigeant qui paye tous les mois ses charges sociales, que lui, il connaît le chiffre par cœur, il se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Et là, ça, c'est vraiment méchant parce qu'il y a un effet de seuil terrible qu'on n'avait pas quand c'était le crédit d'impôt compétitivité emploi, parce que ça, on nous redonnait des sous. Donc, c'était moins violent, quoi. C'était dans la manière de récupérer, ils n'en voyaient pas la couleur, mais ce n'est pas pareil qu'une augmentation soudaine des cotisations. Et donc, ça, je vous parle d'un 13e mois, mais ça peut être n'importe quoi, une prime d'objectif, etc. Et à l'euro près. Donc ça, c'est pareil, c'est triste. Moi, j'aimerais bien pouvoir le dire aux gens qui font les textes, parce que le gars qui est payé 4 000, même pour obtenir 1% d'augmentation, voilà, il va sortir les rames, quoi. Parce que forcément, s'il y a 6% en jeu, c'est quand même violent. Et donc, l'autre effet de seuil, c'est à 3,5 du SMIC. Donc, vous voyez que là, on commence à être à des niveaux plus élevés. Et bon, là, c'est 1,80. Mais c'est le même principe que ce que je viens de vous dire pour les 6%. 5 611, t'es peinard. 5 612, je cragne, tu repayes 1,80 depuis le démarrage. Et après, donc, je vous ai fait une simule avec 10 000, parce qu'au moment de la réforme de la retraite là, de Macron, il avait dit qu'on cotiserait jusqu'à 120 000, que ça, c'était un salaire, c'était déjà élevé, et qu'après, les gens qui gagnaient plus, il faudrait qu'ils se débrouillent eux-mêmes pour la retraite. Bon, donc, je trouvais que c'était intelligent de vous mettre ce seuil-là. Bon, vous voyez que ça ne bouge pas beaucoup. Donc, je tempère quand même les chiffres. C'est que moi, j'ai mis que les trucs obligatoires. Donc, par exemple, j'ai mis de la prévoyance cadre que sur la tranche A. Or, généralement, vous avez un contrat de prévoyance aussi sur la tranche B, et puis l'ex-tranche C. Généralement, vous avez aussi plus que 1,5, mais c'est pour que vous ayez une idée un peu des taux minimums, et puis de ces effets de seuil qui sont quand même parfois très méchants. L'autre truc que je dis chaque année, mais comme on a des petits nouveaux, autant que je leur dise, et puis de toute façon les anciens oublient, donc voilà, c'est quand ça s'est sorti, on a su qu'il y a 90% des Français qui sont payés en dessous. Donc à l'inverse, ça veut dire qu'il n'y a que 10% des Français qui gagnent au-dessus de 5 612. Ça, je trouve que c'est aussi une information intéressante. C'est comme quand on a eu la prime inflation, là, enfin l'indemnité inflation. Vous avez vu qu'il y avait un Français sur deux, retraité, chômeur, titulaire des minima, qui gagnait moins de 2 000 € net. Je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un peu ces données clés dans la tête. Et là, je vous ai juste mis ça, mais ça, c'est pour les archifans. Mais je l'ai découvert vendredi en animant une formation, c'est que quand même, en 2022, là, pour le calcul de notre allègement de charges Fillon, le taux AT, il n'était jamais pris en totalité. Donc, par exemple, vous aviez un taux à 1,10, vous voyez que pour calculer la réduction Fillon, il ne tenait compte que de 0,70. Mais vous voyez, là, hop, sans rien dire, ils l'ont abaissé à 0,59. Alors, je me suis demandé si ce n'est pas pour compenser avec l'augmentation du SMIC, parce que comme ils augmentaient le SMIC,
Et donc, du coup, les Fillon, par ricochet, ils augmentaient aussi. Donc, c'est peut-être pour faire un effet de rattrapage de l'augmentation du SMIC. Enfin, je ne sais pas. Bon, donc ça, c'était plus pour les puristes, parce que je sais que parmi vous, il doit y avoir des puristes, ou vous avez des collègues puristes qui vous ont dit il y a un problème avec tes Fillons. Allez regarder, c'est peut-être ça. Si votre taux AT a augmenté, plus ça, bon, voilà. Là, comme ça, vous allez épater votre monde, ce qui est quand même toujours intéressant. Voilà. Alors après, donc, sur les nouveautés, donc, la DSN suit le mouvement dans le sens où on va essayer de faire passer le maximum de choses en DSN. Donc là, cette année, ils nous ont mis la contribution à la formation professionnelle et à la taxe d'apprentissage. Mais alors, ce qui est toujours un peu vache pour nous, c'est qu'ils nous ont mis, mais pas tout. Ça, c'est toujours le côté sympa. Donc là, moi, je pense aussi aux entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont mis que les taux légaux. Donc les taux légaux, c'est le 1% CDD. La contribution formation, le taux légal, c'est 0,55 ou 1%. Et puis la taxe d'apprentissage, sachant qu'en Alsace, on a un taux dérogatoire à 0,44, c'est ça le taux légal. Mais dans beaucoup de branches, on paye plus cher la formation, notamment par exemple bureau d'études, ça, assez connu. Et donc le petit chouille de taux conventionnel, et ben ça, il faudra toujours le payer à l'OPCO. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même un peu naze. Et alors là, vous voyez qu'il faut bien faire attention si, parce que vous voyez que la personne qui a fait le support, elle est comme moi, si les OPCO donnent leur accord, ils pourraient rentrer en DSN en 2024. Alors, on verra bien ce que ça nous raconte en 2024. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Mais à mon avis, ils ne nous donneront pas leur accord parce que l'avantage à ce que vous deviez payer un petit chouille à l'OPCO, c'est que du coup, vous êtes obligé de créer un compte à l'OPCO. Donc, ils ont vos coordonnées. Donc, ils peuvent vous contacter plus facilement. Enfin, vous voyez, moi, je serais une OPCO. Je dirais non, c'est bien que les gens ils nous écrivent encore pour qu'on existe. Donc, ça m'étonnerait que ça passe en DSN. Mais donc, du coup, c'est une amélioration mais qui n'est pas complète. Et là, rebelote, comme moi je suis expert comptable, le drame de ce début d'année, et c'est là où quand même les gens n'ont pas bien la notion de ce qui est vraiment urgent et important, c'est que quand donc, on est passé au paiement de la formation de la taxe d'apprentissage à l'URSSAF, il y a des logiciels dont le numéro 1 chez les experts comptables, ils n'ont pas pensé à l'écriture comptable. Et alors là, c'est le drame. Parce qu'au lieu d'aller dans le compte URSSAF, rendez-vous compte, ça reste dans le compte formation et dans le compte taxe d'apprentissage. Donc là, j'ai été sollicitée de toutes parts. Donc là, on va se calmer. Nous, sur notre logiciel, en janvier, on a eu quand même à peu près rien à faire. Tout a été géré par le logiciel, c'est-à-dire les petites lignes qui apparaissaient magiques, la petite ligne OPCO, tout ça. On n'a quand même rien eu à faire. Donc d'accord, ils sont obligés de changer l'écriture comptable, mais je pense qu'ils ont tous les experts comptables de France sur le dos. Ça va venir, ça va venir. Je pense qu'attention, oui, effectivement, il va y avoir un reclassement à faire, je reconnais. C'est le 448, là, c'est pas bon du tout, il faut que ça passe en 431. Mais comme on a ce problème que pour partie, ça doit aller à l'OPCO, pour partie à l'URSSAF, vous voyez, bon, voilà. Mais c'est pas grave, ça te permet de re-regarder tes écritures comptables, de parler avec des numéros de compte, que ça c'est quand même l'éclate. Autant vous dire que les gestionnaires de paye qui n'ont pas fait compta avant, quand tu leur dis « Ah ben non, c'est pas le 448, c'est le 431 », parlez-leur en japonais, ça leur fera le même effet. Bon, voilà, donc ça, le psychodrame, je pense que ça va réussir à... On va y arriver d'ici la fin de l'année, à mon avis. On arrivera à paramétrer les comptes comme il faut, mais donc voilà, pour l'instant, moi j'avoue, alors que je parle les deux langues, je n'ai pas réussi à aboutir, donc patience. Voilà, alors par contre, le transfert du recouvrement à l'URSSAF, mine de rien, il a quand même des petites incidences, et donc notamment la plus importante d'entre elles, c'est qu'avant, on ne payait pas le 1% CDD sur les CDD qui étaient transformés en CDI. Parce que vous savez que ça, la France, on est quand même les rois pour embaucher en CDD sans motif. C'est-à-dire que vous me dites surcroît, mais bon, c'est pas bien. Ou alors c'est un surcroît permanent, vu que le CDD dure 18 mois de surcroît. Mais donc, c'est ça que j'appelle des CDD sans motif. Comme dit, moi, ça ne me pose aucun problème des CDD de remplacement. Ça, c'est un vrai CDD, si tu as vraiment le nom d'une personne. Parce que si on a 2 CDD de remplacement pour une personne absente, vous voyez, là, il y a aussi un problème. Ou si, finalement, on garde le CDD de remplacement, mais la personne remplacée est revenue en poste, ça, c'est pareil, ça ne marche pas. Mais donc, là, malheureusement, comme on va payer tous les mois le 1% CDD, à partir du moment où dans votre fiche salariée, vous aurez mis qu'il sera en CDD,
vous payerez. Donc ça, c'est pareil. Tous vos faux CDD pour tester les gens, comme déjà légalement, vous n'avez pas le droit de le faire. Bon, essayez de faire passer le message qu'en plus, vous allez payer le 1% de CDD. Donc voilà. Et moi, le meilleur argument que j'ai à vous dire pour dire faites pas des CDD alors que ça devrait être un CDI, c'est la petitesse de la période d'essai quand même. Parce que ça, c'est pareil. On a des clients, ils sont formidables. CDD de 3 mois, période d'essai de 2 mois, je l'ai vu dans la convention. Ah ouais, mais là, il y a une petite subtilité que vous n'avez pas dû voir. C'est que c'est 1 jour par semaine de contrat. Donc vous voyez, 3 mois, 3 x 4, 12 jours calendaires. Et oui, on compte les samedis et les dimanches. Donc, grosso modo, tu as une semaine pleine, le début de l'autre, et puis c'est fini, après tu l'as 3 mois. Et comme je dis toujours, la plupart des gens arrivent à venir à l'heure et souriant pendant 12 jours. Sur 3 mois, c'est plus long quand même. Donc, vous voyez que la période d'essai de 2 mois, elle a aussi cet intérêt-là. Donc, voilà. Donc ça, c'est surtout là-dessus que je voulais faire un petit focus, de penser à ça. Après, il y a des subtilités pour les exos de taxes d'apprentissage, tout ça. Je ne veux pas rentrer dans trop les détails, sinon je vais vous perdre. Alors, les autres entrants DSN, ça c'est pareil, c'est plus pour votre culture, et puis pour voir, vous voyez que c'est quand même le mouvement, c'est quand même pour ça que ça s'était fait la DSN, que toutes les déclarations passent dans ce mode unique. Et donc là, maintenant, on va avoir les caisses de congés payés qui passent en DSN. Donc, ils ont commencé en janvier 2022, sauf qu'on a des périodes à cheval. Puis bon, ça c'est toujours rigolo parce que chaque secteur choisit la période à cheval qu'il veut. Donc là, en l'occurrence, le BTP, c'est 1er avril, 31 mars. Vous voyez, c'est encore autre chose que les congés payés 1er juin, 31 mai. Mais c'est pour que notre cerveau soit hyper développé. Et donc, on aura encore, normalement, une dernière fois à faire donc, ce qu'ils appellent la DNA, la déclaration nominative annuelle, pour déclarer, en fait, 2021-2022. Ils considèrent que là, on est rentré en janvier 2022, mais que ça ne sera pas suffisant. Et là, rebelote, ce qui est un peu triste, c'est que les règlements ne passent pas en DSN, qu'il faut qu'il y ait des mandats de prélèvement. Donc ça, c'est toujours, vous voyez, hop, ils passent, mais ils ne sont pas tout à fait aboutis. Je rappelle qu'on a eu quand même un pot monstre, c'est que normalement, l'URSSAF devait faire le recouvrement des cotisations Agirc-Arrco là, au 1er janvier de cette année. Donc là, hop, ils ont eu sursis d'1 an. Pour ça, ça nous arrange. Parce que vu les soucis qu'on a quand même avec les caisses Agirc-Arrco actuellement, donc ça bascule à l'URSSAF. Mais ça, c'est quand même important d'avoir ça en tête. C'est qu'après, ça va basculer à l'URSSAF. Donc tout ce qui n'a pas été réglé avec les caisses Agirc-Arrco, on aura encore plus de mal à les régler par la suite. Agirc-Arrco, je précise juste, c'est les caisses de retraite complémentaires, parce que parfois les gens n'aiment pas trop les acronymes. Donc voilà, donc, les congés payés, ça passe en DSN. Après, vous voyez, Mayotte. Après, donc ça, moi, c'est des trucs que je n'ai pas. La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières. Après, le cinéma, le spectacle, les expatriés, c'est pareil, il y a eu des changements. Et puis après, ils vont essayer de normaliser les CRM. Donc ça, c'est les comptes rendus métiers, pour qu'on puisse les exploiter. Donc là, pareil, nous, notre logiciel, ils ont dit qu'ils allaient essayer de nous restituer les comptes rendus métiers, parce que c'est vrai que pour l'instant, on ne s'en sert pas beaucoup. En fait, c'est toutes les anomalies qui sont retransmises aux employeurs après l'envoi des DSN et qu'il faudrait effectivement qu'on exploite pour améliorer la qualité de nos DSN et faire qu'il y ait de moins en moins d'anomalies. Voilà sur la partie paye. Alors ça, vous avez dû le voir passer puisque ça date de, je dirais, mi-octobre. Maintenant, donc ça a changé plein de fois de nom, mais c'est grosso modo l'attestation employeur en cas de fin de contrat. Maintenant, ça s'appelle fin de contrat de travail unique. Souvent, dans vos logiciels, ça a été assez indolore, c'est que vous avez continué à faire comme avant. Sauf que derrière, il y a une référence aux 36 derniers mois du salarié. D'accord ? Et alors là, c'est toujours pareil, de temps en temps, on se heurte à des conseillers Pôle emploi qui n'ont pas forcément suivi de formation. C'est ce que je dis toujours, ce n'est pas dans 100% des entreprises que les gens sont formés, donc c'est pareil, les conseillers Pôle emploi, ils ne sont pas forcément formés. Les avocats aussi, parfois ils te demandent des trucs qui sont rocambolesques, que ça n'existe plus depuis longtemps, mais parce que dans le temps, on pouvait le faire, sauf que dans le temps, il n'y avait pas de DSN, donc maintenant, on ne peut plus le faire. Et donc, il faut vraiment vous dire que sur ce signalement de fin de contrat de travail unique, en fait, on n'a dit quasiment plus rien. On a dit qu'un peu les dates de procédure, les dates de préavis payées effectuées, et après, en fait, c'est juste qu'on signale, et c'est les organismes qui vont aller avoir pioché dans les DSN qu'ils ont reçus, donc sur les 36 derniers mois. D'accord ? C'est aussi, ça correspond au durcissement
des conditions d'accès à Pôle emploi, où les gens, il va falloir qu'ils montent patte blanche, plus sur une période de 36 mois. Vous devez tous avoir dans votre entourage des gens qui se disent non, mais c'est cool le CDD. Moi, je fais CDD. À la fin de mon CDD, je pars 3-4 mois en vacances. Puis après, quand je reviens, quand j'en ai marre, hop, je reprends un CDD. Bon, vous voyez, ça sera plus dur. Il va falloir qu'ils valident une certaine activité sur une durée plus longue, parce qu'ils ont été repérés qu'il y en a qui en ont marre de payer des gens qui se reposent, et puis qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui cherchent. C'est quand même le paradoxe en France. Plein d'entreprises cherchent. Quand vous avez des copains qui cherchent, ils ne trouvent pas non plus. Donc on ne sait pas. On a l'impression qu'on est sur deux rails, et puis que les voies de chemin de fer se croisent rarement. Mais donc, voilà. Donc, les 36 derniers mois. Et donc, là où je veux vous rassurer, parce que vous allez dire « Oh là là, moi, je change de logiciel ». Donc, forcément, mon logiciel, par exemple, si vous avez changé de logiciel en janvier 2022, quand vous allez éditer votre truc, vous n'aurez pas les 36 derniers mois, puisque vous venez de changer de logiciel. Et donc, ça, on s'en fout, parce que c'est les DSN qui sont envoyés depuis 2016. Donc, vous voyez, les 36 derniers mois, depuis 2016, on les a quand même. OK ? Voilà. Ensuite, le régime Alsace-Moselle, quand même, ça va être la bonne nouvelle d'avril 2022, il baisse le taux. Et donc ça, c'est la cotisation salariale. Donc ça avait été annoncé par communiqué de presse là, juste avant Noël. Donc c'est la bonne nouvelle. Moi, je dis quand même félicitations aux Alsaciens et aux Mosellans qui doivent bien gérer, et puis aux Alsaciens et aux Mosellans qui ne doivent pas se mettre en maladie non plus à tout va, puisque si on baisse, c'est que notre régime, il doit toujours être excédentaire. Et donc ça, pareil, j'ai trouvé ça pas mal de vous le mettre, et sur plein de logiciels, ça sera géré tout seul, mais si par exemple vous avez un logiciel qui est géré depuis une autre contrée, ils ne penseront peut-être pas à vous mettre le taux Alsace-Moselle. Comme c'est du salarial, autant penser à le changer au mois d'avril. Voilà, alors ça c'était pour toute la partie paye. Maintenant on va causer un peu du Covid. Ah ben là vous avez vu, il y a le, alors qu'avant il y avait là. Ça je n'ai pas fait gaffe. Donc vous voyez 4 thèmes. Activité partielle, exonération et aide au paiement, arrêt dérogatoire et protocole sanitaire. Ça change, je vous rassure, je crois que j'ai fait une diapo par thème, vous voyez, comme ça, hop, synthétique, on a tout sur une diapo. Voilà. Alors, activité partielle, donc ça justement, on a eu cette petite diapo synthétique dans le diaporama de ce matin. Donc je reconnais qu'elle est imbuvable, mais écoutez ma douce voix, grosso modo ce qu'il faut retenir, c'est que ça va se durcir. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau, donc l'indemnité, c'est ce qui est versé aux salariés. D'accord ? Donc là, vous voyez que dans les secteurs protégés, on était à 70%, dans les autres, on était à 60%. Mais en fait, dans les autres, normalement, ce n'est pas bien normal d'être en activité partielle. Sauf pour les... Donc ça, on rencontre ça beaucoup chez nos clients, pour tout ce qui est industriel, où on a des vrais problèmes d'approvisionnement. D'ailleurs, moi, je suis en relation avec l'inspection du travail Grand Est. Ils nous demandent de vous rappeler que ces entreprises-là, donc quand vous devez vous mettre en activité partielle pour des difficultés d'approvisionnement, ce n'est pas Covid, d'accord, même si c'est lié à tout le bordel du Covid, que les bateaux n'arrivent plus en Europe, mais ce n'est pas lié au Covid. Donc, il faut faire votre demande d'activité partielle en amont et pas en aval. Donc là, ils nous ont dit que pour l'instant, ils acceptent toujours les dossiers. Vous savez, on avait l'exception, on pouvait demander dans les 30 jours de la mise en activité partielle, mais c'est pas vrai pour les problèmes d'approvisionnement. Il faut faire avant de passer en activité partielle. Et ils nous ont dit, peut-être qu'un jour, le ministère va nous dire, vous n'acceptez plus les dossiers déposés 30 jours après. Donc c'est important de savoir, difficulté d'approvisionnement, il faut le faire en amont. Et donc là, vous voyez que, par exemple, typiquement, difficulté d'approvisionnement, le remboursement, il va être de 36%. Alors là, ça fait peur. Les chiffres, on a moyen de vous faire peur, mais on a moyen de vous les adoucir. C'est ça qui est bien. C'est que si vous faites 36 par rapport à 60, ça vous fait un gros reste à charge. Mais là, ce qui est important de voir, c'est aussi les montants planchers. Donc ça, le montant plancher, vous savez, c'est les fameux 84% du SMIC. Au départ, ils nous avaient parlé de ça. Donc ils l'ont revalorisé. Ça correspond aux gens, mais pas forcément payés au SMIC, jusqu'à peu près 12 € de l'heure. Les gens sont sur le plancher, à 8,37. Et donc, en fait, dans les entreprises, on a beaucoup de gens qui ont le plancher à 8,37. Et vous voyez que là, le gouvernement, il rembourse quand même 7,53. D'accord ? Et donc, ça veut dire que vous avez un reste à charge que de 10%. Donc, avant de stresser les gens, de dire « Ah là là, bah non, tu vas avoir un reste à charge de folie », regardez voir les taux horaires concernés. Et si vous avez beaucoup de gens qui sont au taux horaire en dessous de 12, finalement, on aura un reste à charge de 10%. Moi, je dis toujours, ça peut être aussi esprit citoyen, les gens peuvent aussi prendre des congés.
Parce que là, moi, j'ai des entreprises, étonnamment, ils sont en activité partielle tous les vendredis. Ils pourraient aussi prendre RTT ou congé payé tous les vendredis, ça coûterait moins cher à la collectivité. Bon, voilà. Donc là, entre avant février et puis après pour mars, c'est que maintenant, même les secteurs protégés et connexes, ils ne sont plus dans ceux qui sont privilégiés, ils sont passés en autre entreprise. Par exemple, j'avais essayé d'argumenter pour les restaurants de manière générale, avec Castex qui avait dit « Ouais, vive le télétravail ». Il nous l'avait vendu d'abord 3 semaines, donc ça nous est arrivé jusqu'au 24 janvier. Et puis après, astucieusement, ils avaient dit « Bon, on va voir un assouplissement des règles, je crois, le 6 février ». Mais ça, là, hop, discretos, entre le 24 janvier et puis le 6 février, vous voyez, hop, on avait rajouté 10 jours quand même. Donc par exemple, pour le monde du spectacle et tout ça, ils ont dû annuler des spectacles qui étaient prévus fin janvier, que si on était resté sur les 3 semaines, ils pouvaient le faire. Et donc, notamment les restaurateurs, si vous avez été au restaurant en janvier, c'était quand même assez désert pour des restaurants qui, normalement, font le plein habituellement, mais parce que du fait du télétravail, si tu es chez toi, tu ne vas pas au restaurant. Et donc, ça, il y avait une baisse d'activité. Ça, le gouvernement n'avait pas voulu le prendre en compte. On avait essayé de faire remonter ce point-là en disant, du fait du télétravail, il y a moins d'activité. Mais ça n'avait pas été entendu. Donc là, vous voyez que les restaurateurs, après, parce que les restaurateurs, ils étaient en S1, ils vont être éligibles à d'autres aides, mais il faut remplir des conditions. Et si vous voulez, ça marchait moins bien, mais c'était quand même pas complètement désert. Donc c'est toujours, on appelle ça les trous dans la raquette. Les règles, parfois, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Voilà pour ce petit tableau. Et donc justement, les exonérations, ça y est, le texte est sorti, donc c'est quand même bien, parce qu'on voulait le passer pour le 15 mars, et puis donc c'est sorti juste récemment. Donc là, c'est mignon, vous voyez, ils nous appellent ça Covid-2 bis. Bon. Voilà, bon, alors c'est grosso modo, alors ça c'est pour rassurer les gestionnaires de paye, c'est grosso modo ce qu'on a déjà connu, mais c'est remis au goût du jour, pour la période décembre à janvier 2022. Et alors, donc, c'est là où il faut qu'on fasse attention, c'est que, soit tu es vraiment dans la panade, et donc tu vas avoir le droit à une exonération de cotisation patronale et une aide au paiement, mais ça c'est quand on t'interdisait l'accueil du public, donc typiquement les discothèques. Les discothèques, elles étaient là-dedans, d'accord, donc elles avaient tout. Ou alors une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 65%. Vous voyez, quand je vous disais que mes restaurants, ils n'étaient pas pleins, mais ils n'ont pas baissé quand même de 65%. Donc eux, ils ne remplissaient pas ce critère-là. Et donc l'autre solution, c'est que donc, s'ils avaient perdu au moins 30%, ils avaient quand même l'aide au paiement de 20%. Quoi. Donc là, eux, ils n'ont pas l'exode de cotisation patronale. Voilà. Donc tout ça, c'est des chouettes règles. C'est pour ça qu'il faut un bon cerveau pour faire de la paye. Voilà. Et donc là-haut, je l'ai mis, c'est les entreprises de moins de 250 salariés, S1, S1 bis. Donc S1, c'est tout le monde du spectacle, du tourisme, du sport, hôtel, café, restaurant, c'est ça, dans le S1. Et le S1 bis, on dit que c'est les secteurs connexes, où là, ils ont tous essayé de se rajouter là-dedans, parce que, de temps en temps, ils en avaient oublié certains. Mais donc, c'est les secteurs connexes à ceux qu'on vient de citer, quoi. Par exemple, et alors là, il y a une liste invraisemblable des loueurs de chapiteaux. Vous voyez. Si tu es loueur de chapiteaux, tu peux être à sa bis et puis être éligible à ces choses-là si tu remplis des conditions. Voilà, donc une seule diapo, parce que je ne suis pas sûre que vous soyez tous très concernés. Et après, alors ça, c'est pareil, c'est sur les personnes vulnérables ou les enfants qu'on doit garder. Donc vous avez vu que quand même, on voit que ça va durer longtemps l'histoire du Covid, parce qu'ils ont déjà prévu les textes jusqu'au 31 décembre 2022. Et donc, alors on rappelle toujours que tous les postes télétravaillables, les gens doivent télétravailler, mais nous, on a des entreprises industrielles. Donc là, si tu es personne vulnérable, tu ne peux pas télétravailler ton poste. Une vendeuse, par exemple, ça, vous voyez bien qu'une vendeuse, elle ne va pas télétravailler. Donc, du coup, ces gens-là, ils vont être encore en arrêt là, tout 2022. Et là, il n'y a pas de reste à charge pour les entreprises. C'est ça que ça veut dire. Voilà, alors j'ai rajouté aussi cette petite diapo là sur le protocole sanitaire. Donc ça a pris fin là, le 14 mars, juste pour notre réunion. Ça, quand même, ils ont été très sympas. Donc le télétravail, il n'est plus obligatoire, mais il est recommandé. Et donc si... Ah, il y a une question, on avait dit à la fin. Ça oui, c'est pour les personnes vulnérables, ça. La diapo d'avant, c'est pour les personnes vulnérables. Parce que vous disiez ça pour les enfants ?
Ah oui, non, là c'est... Ouais. Ouais, là c'est pour les arrêts de travail liés au Covid et puis aussi pour les personnes vulnérables. Hein, et les enfants, alors là les enfants, je ne me suis pas risqué à une diapo parce qu'un coup ils nous ont dit oui, un coup ils nous ont dit non. Les enfants, il faut plutôt que la classe elle soit fermée. Hein, là on a plus, parce qu'à un moment ils nous faisaient chier de savoir si l'enfant il était vacciné ou pas. Bon là moi quand ils me disent ça, non mais j'ai dit vous croyez qu'on va... Parce que nous, c'est les salariés de nos entreprises clientes, parce que vous à la limite ça peut être vos salariés en direct. Enfin, si en plus, il faut demander aux enfants s'ils sont vaccinés, pas vaccinés, pour les plus de 12 ans, hein, puisque c'était la vaccination, elle est obligatoire pour les plus de 12 ans. Donc voilà. Bon, hein. Alors, sur le protocole sanitaire, donc télétravail plus obligatoire. Hein, donc ça, c'est quand même important de le savoir, pas que vous y alliez avec vos gros sabots en disant « je veux du télétravail ». Comme c'est plus obligatoire, on peut vous dire non. Les réunions, donc c'est de nouveau possible parce qu'avant, vous savez qu'on avait des seuils, etc. Le port du masque, bon, FFP2, c'est les masques compliqués. Hein, nous, ce qu'on a dit, c'est que les gens peuvent porter le masque s'ils le souhaitent. Hein, d'ailleurs, monsieur Chanel, c'est ce qu'il m'a dit, que lui, il préférait le porter. Et donc ça, je pense que c'est important aussi en entreprise. Moi, par exemple, j'ai une collaboratrice qui est personne vulnérable, qui nous en a parlé. On a dit que quand on travaillera avec elle, on porterait le masque. Hein, il faut aussi penser, on a vu suffisamment la pub avec les micro-gouttelettes, qu'on ne voit pas, mais qui circulent dans l'air. Non, mais donc ça, c'est quand même important. Hein, si vous savez que vous avez un collègue qui est personne vulnérable, hein, lui dites pas, vous me faites chier avec votre masque. Hein, il faut plutôt mettre le masque aussi. Moi, je me suis chopé le Covid comme ça, c'est que j'ai travaillé sur le clavier de ma collaboratrice, qui ne savait pas que sa belle famille, il y avait le Covid. Et en fait, comme j'ai tapoté sur son clavier, alors moi, j'avais tapoté avec des mains propres, que j'avais été me les laver avant, mais vous voyez, je ne me suis pas relavé les mains après. Hein, et c'est quasi sûr que je me suis chopé le Covid avec ça, parce que je craque, je l'ai eu le dimanche, et le papa, il était hospitalisé en même temps. Donc, c'est quand même les micro-gouttelettes, ce n'est pas un fantasme. Les moments de convivialité, donc, avec le respect des gestes barrières. Donc, encore pas d'embrassade. Hein, vous voyez, ça, on le saura quand on va pouvoir se reprendre dans les bras, mais pour l'instant, non. À distance raisonnable, hein, les convivialités. Donc, ça, les discothèques, moi, je n'ai pas été en discothèque, mais ça doit être... peut-être, ou ça m'irait peut-être bien, que là je danserais bien, moi dans une discothèque, peut-être que c'est peut-être le moment où les vieux vont pouvoir retourner en discothèque. Vous voyez, comme il va y avoir 1 mètre de distance, tout ça, ça va peut-être bien nous aller, nous les discothèques, ça j'ai pas pensé, voilà. Ouais. Bon, après, les trucs de CO2, hein, donc ça, vous savez que dans les écoles, hein, par exemple, ils ont des petits machins de CO2, là, pour, voilà. Bon, voilà. Et les masques, ah ben là, les masques, hein, suppression de l'obligation du port du masque, dans les établissements soumis au pass vaccinal, ah ben ça, c'est pas à jour, puisque c'est maintenant. Hein, alors que c'est la diapo de ce matin. Hein. Là, que maintenant, c'est liberté. Hein, ça, c'était vrai au 1er février, là, déjà. La suppression du port du masque dans les établissements soumis au pass vaccinal, c'est ça. Et donc, ceux qui restent avec les masques et le pass vaccinal, c'est les établissements de santé. Hein, partout ailleurs. Parce que nous, on a quand même les gens qui étaient anti-vax, là, hein, qui ne sont pas payés depuis quelque temps. Et donc là, eux, ils n'ont toujours pas de répit s'ils sont en établissement de santé. Hein, que ceux qui travaillent dans les restaurants, là, ils vont pouvoir reprendre. Hein. Voilà, donc ça, comme dit, je trouvais que c'était intéressant de vous la mettre. Et maintenant, autre actualité. Est-ce qu'on est bon en termes de timing? Oh, on a l'air d'être bon en termes de timing. Hop, alors, donc, autre actualité. Alors là, j'ai voulu vous parler de l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés, puisqu'on va devoir payer la contribution, là, tout prochainement, puis c'est surtout, je veux vous mettre en avant 2 arnaques, hein, pour vous parler des arnaques de manière plus générale. Chez FIBA, on a fait une communication sur le comité social et économique avec une petite diapo, vous allez m'en dire des nouvelles, qui dit tout en une petite diapo, donc du coup, je vous l'ai mis aussi. Après, on est beaucoup à avoir travaillé sur les franchissements de seuil d'effectifs. Alors là, je dis toujours, vous, votre entreprise, si vous êtes 500, vous êtes peinard. Hein. Là, les seuils d'effectifs à 500, vous êtes tranquille. Mais c'est plus les effets de seuil, 11, 20, 50, hein, ou 250, là, c'est plus touchy. Et alors, pour vous garder quand même attentif, même si vous êtes 500, pensez que vous pouvez nous racheter une petite société, vous voyez, dans le sud de la France, qui n'est pas directement intégrée dans votre société, et justement, qui va peut-être être 11, 20, 30, et donc pour lequel il faut que vous soyez attentif à ce que je vais vous dire, parce que là, forcément, quand vous êtes dans des grandes structures, vous ne savez pas ce qui se passe dans les plus petites. Alors, gestion de congés payés, parce qu'on les voit comme ça arriver bientôt, les congés payés. Donc, c'est bien de faire une petite diapo. La journée de solidarité. Et alors là, ça sera plus costaud. Donc, ça, on verra si vous tenez le coup. On a quelques diapos sur la mobilité internationale. Nous, on est quand même région frontalière. Et c'est vrai que de temps en temps, on a des salariés qui vous font des blagues. Et à rattraper, c'est quand même pas rigolo. Donc, si vous pouvez y penser en amont, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça, je vous avais dit que c'était la catégorie fourre-tout, autre actualité. Et donc, pour finir,
vous l'attendez tous, ça sera la jurisprudence où c'est là qu'on va se fâcher. D'accord ? Alors, obligation emploi de travailleurs handicapés. Donc, j'ai mis là en gros à payer à l'URSSAF, normalement, sauf nouveau décalage, avec la DSN d'avril, donc qui est attendue pour le 5 ou le 15 mai. D'accord ? Mais comme l'an dernier, ils nous avaient fait une blague de nous le décaler, peut-être que ça sera encore décalé. Donc ça concerne les entreprises de plus de 20 salariés. Alors, j'aime à rappeler, parce que pareil, vous êtes peut-être arrivé nouvellement dans votre entreprise, jusqu'en 2019, c'était les établissements de plus de 20 salariés. D'accord ? Donc là, rebelote, il y en a, ça vous passe complètement au-dessus, entreprise, établissement. Quelle est la différence ? Ça n'a pas d'impact. Alors, pour bien que vous vous souveniez de cette différence entre établissement et entreprise, et que maintenant on est entreprise, moi, précédemment, je m'occupais d'un groupe de petites chaînes de magasins, mais qui étaient dans une seule société, on va dire la société Tartampion, qui avait 50 établissements en France. Et comme c'était des petites boutiques, vous savez que dans les petites boutiques, généralement, il n'y a que 2-3 salariés. En tout, on était 100. Mais comme c'était des établissements à chaque fois autonomes, on ne payait pas d'AGFIP, parce que je n'avais pas 20 salariés par établissement. Donc, je n'étais pas concernée par l'AGFIP, alors que j'étais une entreprise de 100 salariés. Donc, c'est quand même un peu surprenant. Et donc là, taratata, pouf, ça a changé donc, au titre de 2020. Et donc maintenant, on a dit, on va prendre en compte les 100 salariés. Donc, vous voyez, là, ça leur fait tout drôle, parce que je vous ai remis le calcul. Le calcul, c'est le même tout le temps. Tu prends ton effectif fois 6%. Donc là, par exemple, d'un coup d'un seul, il leur fallait 6 handicapés. Vous voyez, entre 2019 et puis 2020. Donc voilà. Et après, c'est toujours pareil. Il y a des activités où c'est quand même plus compliqué d'avoir des travailleurs avec une reconnaissance handicapée. Donc souvent, on se retrouve avec rien. Donc, tu fais ton effectif fois tes 6%, et ensuite, tu déduis les salariés qui ont justement une reconnaissance en tant que travailleurs handicapés. Alors, je vous ai juste remis, souvent mes diapos sont denses. En fait, il y a tout sur la diapo, mais il faut bien lire tous les détails. Donc là, je vous rappelle que si vous avez la chance d'employer des personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés qui ont plus de 50 ans, et même donc s'il a la bonne idée d'être né le 29 décembre 2021, il va compter pour 1,5. D'accord ? Donc ça, nous, on a de la chance, notre logiciel magique, il le fait tout seul, mais donc, comment dire, d'avoir ça en tête, un travailleur handicapé de plus de 50 ans, l'année de ses 50 ans, il vaut pour 1,5. D'accord ? Donc ça, vous faites votre petit calcul. Et donc là, on va supposer que, par exemple, moi, mes 6, je vais dire que je reste à 6. Et là, la contribution, alors j'ai voulu vous le mettre parce que j'ai lu sur LinkedIn, je trouvais que c'était pas mal. Dans le cas classique, mais après on ira lire la petite astérix, parce que je sais que vous allez me dire « Ah non, des baguettes de sang ». Le cas classique, c'est que par unité manquante, tu dois payer 4 192 €. Et alors ça, j'ai vu un post sur LinkedIn. Jusqu'au 31 décembre, il y avait une aide pour l'emploi des travailleurs handicapés. Elle a pris fin au 31 décembre. Et le post de LinkedIn était assez malin parce qu'il disait, oui, mais si tu es dans une entreprise de plus de 20 salariés, comme il faut que tu emploies au moins un travailleur handicapé, le fait d'embaucher un travailleur handicapé, tu vas déjà économiser 4 192 €. Et donc, il disait que c'était une forme d'aide. Vous voyez, c'était joliment tourné comme ça. Et alors, donc, juste sur le montant, là, je vous ai mis, donc c'est 400 pour les moins de 250, 500 donc jusqu'à 749 salariés, et 600 pour les entreprises de plus de 750 salariés. Donc, vous voyez que ça peut être plus chéro. Et alors, surtout, ce qui est important, c'est que si tu n'as rien fait, alors j'ai relu la règle hier, N-4, donc grosso modo, c'est sur 5 ans, si tu n'as rien fait en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, c'est fois 1500. Donc là, c'est vraiment violent. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours suivre vos effectifs, parce que 20, vous voyez, 20, peut-être que je suis à 20. Mais là, il s'agit d'avoir fait des choses en faveur des travailleurs handicapés. Donc là, nous, comme je suis expert comptable, il faut qu'on donne des idées. Ce qui est bien, c'est quand même les sociétés de ménage. Il y a beaucoup de centres d'aide par le travail qui proposent des prestations de ménage. Moi, j'ai déjà eu des prestations d'espace vert. Alors, c'est sûr que si vous êtes dans un immeuble sans espace vert, ça va moins vous intéresser. Une fois, j'ai un client qui m'a dit qu'il y avait un centre d'appel avec des travailleurs handicapés. Enfin, tout ça, ça vous donne des idées. Parce que les histoires des fournitures, en fait, vous les payez 30% plus cher, vos fournitures, et il n'y a pas réellement de manutention par des travailleurs handicapés. Donc, vous voyez que c'est un peu moins intéressant. Vous pouvez aussi prendre des stagiaires. Mon ancien patron, il était très investi
dans beaucoup d'associations, et donc nous, on prenait aussi des stagiaires en situation de handicap. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même une multitude de choses à faire. Sarkozy, il a fait rentrer les enfants handicapés dans les écoles classiques. Hein, donc on va peut-être aussi avoir des générations qui vont mieux vivre avec des personnes handicapées, parce que si en maternelle ou en primaire, hein, tu avais un petit camarade de classe qui était handicapé, vous voyez, ils ont un meilleur regard que nous, hein, ou quand même dans les entreprises, il y a quand même assez peu d'handicapés pour le moment. Hein, donc je pense que c'est quand même important, hein, de sensibiliser votre entreprise à ces questions-là. Donc là, on calcule notre contribution. Puis là, c'était pareil, c'était le petit changement de 2020. Avant, les dépenses, on les déduisait plutôt sur notre cible, hein, donc avant de faire le calcul. Maintenant, on les déduit ici, donc c'est moins favorable. Hein. Et donc les dépenses, vous savez, c'est les fameux petits papiers qu'on reçoit, que tu as le droit de déduire tant. Bon, ben voilà. Et alors là, je vous reparle de ça, parce que donc, moi, bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas attendre, donc c'est pour ça que j'ai fait le truc. Hein, vous voyez que c'est pour le mois de mai. Hein, donc moi, je m'étais dit, bon, ben, les gens, ils vont pouvoir attendre. Hein, pareil pour la provision, tu reprends le montant N-1, bon, un peu ou prou, ça doit être la même chose, mais non, là, ils voulaient le chiffre exact. Et du coup, j'ai vu que les règles d'écrêtement, entre ce qu'on a fait l'année dernière, donc pour ce qu'on a fait en juin 2021, et cette année, ça va être différent. Donc déjà, il faut que votre contribution, elle soit en augmentation. Là, moi, en l'occurrence, l'entreprise, ils ont eu plus enfin, je crois que j'en ai eu un qui a eu 50 ans. Donc, du coup, je paye moins de contributions, celle pour laquelle j'ai fait la simule. Donc, du coup, j'ai plus d'écrêtement. Parce que ma contribution 2021, elle est inférieure à la contribution dite au titre de 2020. Donc, j'ai plus d'écrêtement. Donc, du coup, là, comme c'est plus bas, il n'y a pas de système. Donc vous n'aurez un écrêtement que si votre contribution 2021 elle est supérieure à votre contribution 2020. Et c'est pour ça que je voulais vous rappeler le cas des grandes entreprises qui étaient multi-établissements, parce que vous allez dire, ben moi, elle n'est pas supérieure, c'est tout pareil. Sauf que ceux qui ne payaient pas du tout, puis qui se sont mis à payer, vous voyez, c'était violent. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un système d'écrêtement. Tac. Voilà. Et alors là, attention, donc on ouvre grand les oreilles, et les yeux d'ailleurs. Attention, gare aux arnaques. Et les arnaques, il faut toujours vous dire, donc c'est des gens, ils passent leur journée, là, ils vous ont vendu des CPF, maintenant ils ont changé, parce que le bandit, il change, pour être dans l'air du temps. Donc là, maintenant, un 07 à 7 h du matin, mets ton compte à jour, Amélie. Alors moi, je me suis dit, merde, mes gamins, ils ont des cartes vitales, ils vont cliquer sur le lien et on va se faire avoir. Donc je leur ai dit, réponse de mon fils aîné, ah ouais, ben un 07 qui t'écrit à 7 h, c'est sûr que c'est une arnaque. Bon, vous voyez. Mais tous les adultes n'ont pas la lucidité de gamins de 18 ans. Vous voyez, eux, ils ont un cerveau quand même, quand ils ne boivent pas, qui a l'air d'être... Voilà. Donc là, c'est deux dames intelligentes qui se sont fait avoir. Donc je tiens à préciser que c'est deux de mes clientes. Elles ont la lumière à tous les étages. Elles ne sont pas surmenées. Vraiment des dames normales, quoi, comme vous. Et donc, comme ça pourrait être des messieurs aussi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Parce que je les vois, les messieurs, dire « Ah ben, mais c'est des gonzesses. » Non, voilà. Alors, premier mail, et donc j'ai une collaboratrice qui m'a dit « Ah, effectivement, j'ai vu ça. » Donc, l'emailing, il avait été envoyé en décembre, relance en janvier. Et donc, il s'intitule « Mise à jour BOETH » et c'est envoyé par cet acronyme. Alors là, je vous l'écris, le bazar. Mais l'acronyme, comme ça, vous voyez, c'est les lettres d'AGFIP, mais dans le désordre. Et comme c'est des bandits, alors le bandit, il fait tout. Vous avez un site internet, enfin, le bandit, il y a de l'argent en jeu, ils savent tout bien vous faire. Et donc, il vous dit comment il s'appelle. Donc, vous voyez bien, quand on lit, c'est pas du tout la GFIP, puisqu'ils disent « Association et gestion d'embauche des personnes handicapées de France ». C'est beau. Ça n'a rien à voir avec l'acronyme AGFIP. Et alors là, vous allez me dire, bon, la dame, elle a répondu, je ne lui ai pas dit en direct, je lui ai dit à sa collègue de lui dire qu'elle n'aurait pas dû répondre. Elle n'a pas répondu un truc trop grave, elle a répondu l'effectif de son entreprise, le nombre de salariés handicapés qu'ils avaient, et elle avait envoyé la petite facture avec les dépenses. D'accord ? Donc on peut se dire, bon, elle a répondu ça, ça ne mange pas de pain. Sauf que là où je veux vous rendre attentif, c'est que les bandits, ils ont peut-être dit, tiens, on a un pigeon. D'accord ? Non, mais elle a mordu au premier hameçon. Et donc, on va lui envoyer un autre hameçon. Vous voyez, avant d'en arriver à l'argent, moi, c'est toujours ce que j'expliquais à mes gamins. Le mec qui va harceler nos mômes, d'abord, il commence par une pitchnette. Il ne lui fout pas tout de suite un pain dans la gueule ou il ne lui demande pas tout de suite 100 €. Ça commence par 2 €. Après, tu me ramènes ça, tout ça. Ils y vont crescendo parce qu'ils flairent le pigeon. Donc ça, quand même,
d'y penser, ok? Et alors nous, comme experts comptables, on est très très exposés aux hackers. Hein, on n'a que des données confidentielles, on n'a que des dates butoirs. Hein, donc nous, en interne, ils nous ont fait suivre une formation justement pour qu'on détecte les choses. Hein, et donc moi, je me suis dit, bah tiens, je vous ai, hein, ça vous ouvrira l'œil. Autre DAF, donc la DAF. Hein, donc DAF, directeur administratif et financier, Europe. Vous voyez, grand poste, tout ça. Elle m'appelle. Ah oui, Annabelle, comment ça se passe pour la contribution handicapée cette année, tout ça? Ben, j'ai dit comme l'an dernier. Hein, je ne voyais pas bien la nouveauté. Hein, c'est nous qui allons gérer puisque ça passe en DSN. Ah oui, parce que j'ai été sur le site, donc vous le ferez. Tapez sur Google OETH. Et le premier site référencé, c'est oeth.org. D'accord? .org, vous allez dire, ah ben ça rassure, .org. Sauf que .org, c'est de la gnognotte. .org, c'est les associations. Hein, les sites du gouvernement, c'est .gouv.fr. Donc .org, déjà, c'est rien. Et là encore, alors là, j'ai vu, ils ont rechangé leur site depuis que j'y étais. C'est écrit flou. Hein, je vous promets, le truc, tu le vois, c'est flou. Mais bah, vous verrez, il faut que tu cliques dessus et vous verrez que le O ne veut pas dire obligation, mais veut dire objectif. Hein, et là où c'est des salauds, que je vous dis que c'est des vrais arnaqueurs, c'est que la DAF, elle me dit, mais cliquez donc sur employeur, ce que vous auriez fait aussi. Hein, tu cherches au ETH, t'es confiance, hop, tu cliques employeur, vous êtes employeur. Et ils écrivent noir sur blanc, la contribution sera versée à OETH. Alors vous pouvez faire don aux bonnes œuvres, mais je vous promets que si vous ne versez pas l'URSSAF, notamment l'URSSAF d'Alsace, ils vont vous dire, eh oh, c'est à nous qu'il faut payer. Vous voyez, si vous n'en êtes pas rendu compte, hein, que vous avez fait un don aux bonnes œuvres au ETH, hein, l'URSSAF, ils vont vous réclamer leur dû. D'accord? Donc ça, vraiment vigilance aux arnaques. Hein, là, je vous ai fait ces deux cas-là parce que c'est les cas actuels, mais c'est tout le temps. Et quand on vous dit que c'est urgent, ça sent l'arnaque à plein nez. Hein. Les urgences, hein, pour ceux qui sont à Strasbourg, c'est à Haute-Pierre. Hein, non, mais nous, on n'a pas d'urgence. Hein, je veux dire, tu es en retard, mais de toute façon, tu es déjà en retard. Donc, un retard d'un jour ou de plus, à l'URSSAF, c'est déjà 10%. Bon, alors voilà, hein, on peut attendre un jour de plus pour se poser. Non, mais je vous promets, hein, chaque fois qu'on vient vous voir, ah, c'est extrêmement urgent, on est en retard, ben, moi, je leur dis toujours, on est en retard, donc c'est fini. Hein, bon, voilà. Donc ça, vraiment, c'est pour vous alerter, hein, warning là-dessus, hein, et vous en voulez pas. Hein, moi, précédemment, je travaillais pour beaucoup d'infirmières libérales. Vous savez combien les infirmières libérales travaillent. J'ai plein de dames qui se sont fait avoir, alors que chaque année, on leur disait, vous faites gaffe, etc. J'en ai une qui s'est fait avoir, là, par exemple, à l'époque, c'était, vous savez, il fallait qu'ils se mettent aux normes pour les accès handicapés. Que les dames, elles n'ont pas d'accès handicapé, elles travaillent depuis leur domicile, donc on leur avait dit qu'elles n'étaient pas concernées. Mais là, la dame, elle s'est fait avoir, parce qu'elle a eu le coup de fil qui nous énerve, là, les mecs. Hein. Moi, j'ai même jeté mon téléphone fixe, tellement j'en avais marre que ça sonne à pas d'heure. Et là, la dame, elle venait d'apprendre que son mari avait une double vie. Vous voyez ? Donc l'arnaqueur, en fait, il attend de tomber sur « tu viens d'apprendre que tu as un cancer, tu viens d'apprendre que ton mari te trompe », vous voyez ? Et alors, par contre, moi, j'ai déjà prévenu mes enfants, je ne sais pas comment ils font pour se regarder dans la glace, quand même. Hein, ton métier d'arnaquer des gens, et quand ils ont réussi à obtenir le paiement, parce que là, par exemple, la dame, c'était 892 €, vous voyez, ça m'a marqué quand même. 892 €, même pas pour le Club Med. Hein, tu te dis quand même... Et elle a donné sa carte bleue, et hop, après, elle nous a appelés. Elle a dit, je crois que je viens de me faire avoir. Et ben voilà. Hein, mais vous voyez, c'est vraiment le truc d'arnaque, c'est ça, quoi. Hein, donc, soyez vigilants, hein, et faites gaffe au crescendo, quoi. Hein, qu'ils peuvent d'abord vous flairer pour des trucs qui ont l'air anodins, hein, et puis après, une fois qu'ils ont leur proie, ils attaquent plus. Voilà, alors, ma petite diapo sur le comité social et économique. Donc, tout, alors ça, maintenant, on appelle ça des infographies. Hein, vous devez voir ça, là, sur... donc, on s'est équipé. Et c'est vrai que quand on regarde ça sur un smartphone, c'est top. Parce que tout doit être dit. Alors là, vous voyez que c'est un esprit de synthèse. Hein, tout doit être dit comme ça sur une petite diapo. Et donc, alors, le comité social et économique, ça concerne donc les plus de 11 salariés ETP, mais vous savez ce que ça veut dire, mais vous voyez, petit astérix, équivalent temps plein. Pendant 12 mois consécutifs. Hein, donc, il ne faut pas forcément faire à l'année civile, mais bon, à la limite, c'est déjà bien de faire à l'année civile, hein, que vous savez si vous dépassez ou pas les 11. Là, je vous ai mis, il faut parfois tenir compte des intérimaires et des salariés en CDD. Comme c'est une infographie, on ne va pas vous en mettre avec toutes les conditions. Grosso modo, on doit en tenir compte quand il ne remplace pas quelqu'un en CDI. Hein, c'est ça la condition. Mais donc là, ça peut changer. Donc nous, par exemple, on a décidé de circulariser tous nos clients qui sont plus de 7 salariés, parce que plus de 7 salariés, je gligne,
tu réembauches un gars en janvier parce que tu trouves ça bien que c'est janvier, hop, on commence avec un gars nouveau. Et puis, grosso modo, tu as 3-4 intérimaires réguliers, tu es au-dessus de 11. Donc, vous voyez que c'est quand même, tu peux vite dépasser le seuil. Et donc, quand on a dépassé le seuil, donc 12 mois consécutifs, on a 12 mois pour organiser les élections. Vous voyez, ce n'est pas non plus panique à bord. Ce n'est pas parce que vous vous dites « merde, j'y ai pas pensé qu'il faut le faire demain ». On a un peu de temps pour le faire. La durée des mandats, c'est 4 ans. Et donc, comme la dernière fois qu'on a renouvelé, c'est en 2018, 2018 plus 4, renouvellement cette année. D'accord ? Et donc, c'est hyper important d'organiser les élections parce que soit vous avez personne qui se présente et donc vous aurez un PV de carence, mais vous serez couvert, soit, et donc ça, il faut parfois faire un peu de lobbying pour avoir des gens qui se présentent, parce qu'après, quand on veut négocier dans les entreprises, c'est quand même plus simple de négocier avec des élus au CSE que de devoir faire émarger tous les salariés. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir des élus quand après on veut faire des accords d'entreprise. C'est plus simple que de réunir, faire émarger tout le monde en ayant un CSE. Voilà. Et donc du coup, on va dériver sur les conséquences du franchissement des seuils d'effectifs. Alors là, je vous ai mis sur les cotisations, contributions à payer ou sur des pertes d'exonération. D'accord ? Et alors moi, j'aime bien les choses simples. Autant ce qui est représentant du personnel, c'est le code du travail, l'effectif selon le code du travail, et donc du coup, les intérimaires comptent. D'accord ? Quand il s'agit de payer, c'est donc, hop, paiement, on pense à l'URSSAF, l'URSSAF, on pense à la DSN. Est-ce que j'ai des intérimaires en DSN ? Non, donc les intérimaires ne comptent pas. D'accord ? Et là, je vous ai mis les mandataires ne comptent pas non plus. D'accord ? Donc là, on va regarder les effectifs avec les fiches de paye qu'on a établies dans notre DSN, toujours les mêmes règles, un temps complet, un temps complet il compte pour un temps partiel, il compte à hauteur de son horaire contractuel, les apprentis des contrats aidés, ils ne comptent pas, tout ça c'est des règles que vous connaissez. Mais donc, déjà pour que vous ayez les critères, c'est ça, quand il s'agit de payer, grosso modo, c'est l'effectif calculé au niveau des DSN. Et donc là, ils ont quand même beaucoup simplifié les règles, depuis la loi Pacte, là. Donc, pour tout, c'est au niveau de l'entreprise, sauf le versement mobilité. Ça, de toute façon, c'est très français. C'est vrai pour tout, sauf ça, c'est français. Il y a toujours une exception. Voilà. Et donc, les seuils, c'est 11, 20, 50, 250. C'est pareil. Donc là, c'est pareil, quand tu es 5, quand tu es 30, tu t'en fous. Mais quand tu es proche du seuil, c'est là où il faut que vous fassiez attention. Et alors là, l'apport de la loi Pacte, il est quand même important. C'est comme il s'agissait de payer plus, on va être au taux supérieur, parce que grosso modo, plus tu es gros, plus tu payes cher, c'est le principe en France. Tu ne payeras le taux supérieur que si tu as dépassé 5 années consécutives. Et donc 5 années consécutives, ça sera toujours des années civiles. Là, vous ne me faites pas un petit truc, puisque c'est l'URSSAF, donc c'est l'année civile. Mais donc si par exemple, je cligne 2021, c'est la première année que tu dépasses, hop, tu comptes sur tes doigts, 2021, première année. 2022, 2023, 2024, 2025. Et donc je cligne 2026, c'est la première fois que tu vas payer. D'accord ? Donc ça, c'est bien. Et si tu redescends en dessous, hop, tu es tranquille de nouveau. Ça, c'était hyper important. On avait été beaucoup sollicité au niveau du Conseil national de l'ordre des experts comptables, parce qu'en tant qu'expert comptable, on est énormément sollicité sur les conséquences si j'embauche le 11e salarié, si j'embauche le 20e, si j'embauche le 50e. Et les syndicats, donc les syndicats salariés, refusaient qu'on touche au seuil. Donc si on ne touche pas au seuil, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir un frein à l'embauche du énième salarié qui va vous faire dépasser les seuils. Et donc c'est vrai que cette histoire de 5 ans, je pense que c'est quand même une bonne chose, parce que si tu as dépassé pendant 5 ans, tu ne peux pas dire que tu es surpris quand même. Bon. Voilà. Et alors là, je vous ai fait des petites diapos. Donc j'ai fait ça hier soir tard. Donc si vous remarquez des coquilles, n'hésitez pas, allez-y. Allumez-moi en disant non, là ça va pas, il y a un truc. Mais parce que je trouvais que c'était sympa de voir un peu, tiens, à tel effectif, qu'est-ce qui change, quoi. Mais donc là, j'ai fait appel à ma tête. Donc parfois la tête était un peu fatiguée. Donc si tu dépasses le seuil des 11 salariés, on a cette histoire de forfait social au taux de 8%. Alors ça, c'est un peu con. Avant, c'est ce qu'on appelait la taxe prévoyance à 8%. Ils nous ont appelé ça forfait social, ce qui est bien maintenant parce qu'on doit dire au taux de 8, au taux de 16, au taux de 20, ce qui complique un peu les choses. Mais donc ça, vous savez que c'est la fameuse taxe prévoyance qu'on paye sur les parts patronales de prévoyance et aussi sur de la retraite supplémentaire si vous avez un contrat de retraite supplémentaire dans votre entreprise. Et donc, quand tu vas dépasser, donc jusqu'à 11, tu es tranquille, tu payes ta formation professionnelle à 0,55. Quand tu dépasseras, donc après 5 ans, on payera 1%.
Hein, d'accord, le taux classique. Hein, si vous avez un taux conventionnel, vous payez déjà peut-être plus cher. Alors après, je vous ai fait le versement mobilité. Alors le versement mobilité, c'est plus pour vous alerter. Parce que là, vous voyez, c'est une tournure spécifique de l'URSSAF. Parce que c'est effectif d'au moins 11 salariés dans une même zone de transport. Donc une zone de transport, ce n'est pas un établissement. Et on peut se dire, qu'est-ce une zone de transport? Et bien, par exemple, si on prend la CUS, hein, la communauté urbaine de Strasbourg, donc je dis ça parce qu'on est regardé sur YouTube, et donc si on dit Schiltigheim, à Avignon, ça ne dit rien du tout. Hein, vous voyez. Mais donc, on a Strasbourg, et puis comme dans toutes les communautés urbaines, on a toutes les villes périphériques, Schiltigheim, Illkirch, etc. Et on pourra avoir une entreprise qui a un établissement, ici à l'espace européen de l'entreprise à Schiltigheim, et un deuxième établissement à Illkirch. Là, les entreprises, elles étaient contentes parce qu'ils ont 2 établissements, tous les 2 moins de 11, ils se disent, peinard, je ne paye pas le versement mobilité. Erreur! Parce qu'au final, si tu as plus que 11 dans la CUS, tu dois payer, et je crois que c'est quand même 2% chez nous. Hein, le versement mobilité, hein, c'est quand même pas neutre. Donc vous voyez que cette tournure de zone de transport, elle est quand même importante. Mais par exemple, si je vous fais un autre cas que j'avais avec une entreprise, avec un établissement à Strasbourg, un autre établissement à Haguenau, donc 2 zones de transport distinctes, mais à chaque fois que vous êtes moins de 11, on paye nulle part. Quand bien même l'entreprise, elle dépasse les 11 en totalité. D'accord ? Et après, il y a encore une ruse, c'est la notion de salarié rattaché au registre unique du personnel. Alors là, l'URSSAF met RUP, comme si c'était courant qu'on dise RUP. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit RUP de ma vie, hein, mais je vous l'ai mis en majuscule parce qu'eux, ils en parlent comme si c'était normal de dire RUP. Hein. Donc ça, c'est important, j'ai eu le cas. Donc les versements mobilité, dès que votre commune elle vous met une petite estafette qui tourne, là, hop, hein, tu peux être concerné. Et donc, par exemple, ils ont institué un versement mobilité à Momenheim. Hein, donc pour les Alsaciens, les Barinois, Momenheim, c'est pas grand. Hein. Moi, à mon avis, l'estafette de toute petite, hein, elle doit tourner. Je crois que ça devait être 0,80 le taux de versement mobilité à Momenheim. Et donc, déjà, quand ils l'ont institué, première nouvelle, hein, pour le patron, son coût, il augmente de 0,80 de sa masse salariale. Hein, c'est quand même ça la réalité. Lui, sûrement qu'il aurait préféré donner 0,80 d'augmentation à ses salariés. Hein, surtout qu'ils vont me dire qu'ils ne prennent jamais l'estafette de Momenheim. Hein, donc, ils n'ont pas le choix. Et alors là, le vrai cas pratique que j'avais, c'est que donc, c'était une grosse entreprise. Je n'avais pas le versement mobilité avant sur Momenheim. Et donc, à Momenheim, c'était le siège, j'avais que 5 personnes. Donc, on se disait, peinard. Hein, 5 personnes, je ne suis pas concernée. Sauf que c'était dans un domaine particulier, c'était des gens qui lavaient des stations de lavage. Hein, c'est quand même un peu le paradoxe, pour qu'elles soient belles, nos stations de lavage. Apparemment, il y a des gens qui lavaient des stations de lavage. Et donc, ils tournaient partout en France. Et alors, ces gens-là, ils étaient rattachés à quel registre du personnel? Celui de Momenheim. Et donc, du coup, on était 25, d'accord? Et donc, du coup, on devait payer 0,80 sur l'ensemble de la masse salariale, y compris celui qui allait laver des stations de lavage dans le sud-est de la France, et donc qui, a fortiori, ne prendrait jamais la navette de Momenheim. D'accord ? Donc cette histoire de rattachement au registre unique du personnel, vous dites pas trop vite, moi je suis peinard, je suis moins de 11. Hein. D'accord ? Hein, soyez attentifs. Et alors après, là, je vous l'ai mis, parce que je sais qu'il y en a qui sont comme ça pointilleux. Il y a une autre exception, et alors là, j'ai souligné le point important, parce que justement, on a joué dessus vendredi. Pour les salariés qui exercent leur activité hors de l'établissement de l'employeur, plus de 3 mois consécutifs, et alors attention, ça on ne l'avait pas bien dit vendredi, dans une zone où est institué le versement mobilité. Et c'est vrai que quand ces cochonneries sont sorties, là, je me souviens qu'on avait travaillé là-dessus avec l'URSSAF. Donc là, par exemple, je vous fais le cas, une entreprise siège à Strasbourg, et on envoie un consultant à Nancy. À Nancy, je n'ai pas d'établissement. Hein, le mec, on va l'envoyer, vous voyez, c'est un ingénieur, il va travailler 6 mois en mission chez un des clients de notre entreprise strasbourgeoise. À Nancy, j'ai bien du versement mobilité. Et là, vous voyez, ce que nous dit l'URSSAF, c'est qu'on aurait moyen de faire sauter le versement mobilité pour le salaire du gars qui est à Nancy après 3 mois. Hein, donc ça, personne ne le fait, je pense. Hein, mais si vous êtes concerné, ça peut quand même être intéressant de le savoir. D'accord ? Mais alors, on avait creusé avec l'URSSAF, s'il n'est pas à Nancy, mais qu'il est dans un bled à côté de Nancy, où il n'y a pas de petite estafette qui tourne, il n'y a pas, c'est pas une zone où est institué le versement mobilité, là, vous n'avez pas le droit de l'exonérer.
voyez, c'est ça qui est sympa. Et après, je pousse l'exemple, parce que c'est des trucs que j'avais fait avec des consultants dans des grosses boîtes. J'en envoie tellement à Nancy, hein, pas que chez ce client-là, mais chez plein de clients à Nancy. Et j'arrive que je suis à plus de 11 à Nancy. Alors là, Royal, je vous le donne en mille, vous allez être obligé de payer le taux de Nancy. Ça, c'est sympa. Hein. Et donc, tu peux avoir pareil à Paris. Paris, je crois que c'est plus cher. Je me demande si ce n'est pas 2,60. Hein. 2,95. Donc, vous voyez, il y en a qui seraient peut-être contents de ne pas avoir vu la règle, hein, pour appliquer le taux strasbourgeois à 2%. Mais peut-être qu'un contrôleur URSSAF zélé, hein, qui écoute la chaîne YouTube, va se dire, tiens, un nouveau chef de redressement bien sympa. Hein. Bon, voilà. Donc voilà, ça c'était juste pour vous attirer l'attention sur le versement mobilité, qu'avant on appelait le versement transport, hein, pour ceux qui disent « j'ai jamais entendu parler de ça ». Voilà. Et donc faites attention quand vous voyez dans vos petits villages d'une petite estafette, hein, sachez qu'il va falloir payer pour. Donc, voilà. Alors, tant qu'on est moins de 20 salariés, on a aussi une déduction forfaitaire patronale TEPA pour les salariés éligibles à la réduction Fillon, hein, donc pas les mandataires sociaux. Hein, parce que parfois on me fait des chouettes paramétrages, hein, où on me dit non, mais d'accord, il est gérant, mais il veut qu'on lui mette 39 heures pour qu'il montre que c'est comme ces gars qui travaillent aussi 39 heures. Et puis donc là, vous êtes mignon, vous me mettez 17h33. Hein, puis là, le logiciel, tout bien qu'il est, ben, il panique quand même. Et donc, il me calcule des exos pour les heures sup. Hein, mais ça, il ne peut pas. Hein. Donc, vous voyez, c'est là où il faut faire gaffe, hein, le paramétrage. Hein, et de temps en temps, il faut quand même dire au client, ben non, si tu es gérant, on ne te met pas d'heures sur ta fiche de paye. Et donc, on a le droit à 1,50 € par heure supplémentaire. Et une fois, ça m'a fait rire, parce que c'était un contrôleur URSSAF qui nous l'avait calculé. La fille, toute en panique, la fille qui gérait sur le dossier. Annabelle, il y a un truc qui s'est calculé, moi, je n'étais pas au courant. Hein, quand on rachète des jours de repos, un magique, le logiciel, il vous le fait. Puis, donc, un jour de repos, ça vaut 7 heures. Et donc, il vous applique la déduction. Hein, et donc, parfois, ça se fait à l'insu de votre plein gré, comme Richard Virenque pour les plus anciens d'entre vous. Et alors, pour les moins de 20 salariés aussi, le clivage, moins de 20, plus de 20, c'est la contrepartie obligatoire en repos. Alors ça, souvent, on me l'oublie. Hein, c'est quand on dépasse le contingent annuel d'heures sup. Donc ça, regardez-moi votre convention collective, combien ils vous ont prévu de contingent annuel d'heures sup, parce qu'on a des conventions collectives, c'est ridicule, hein, genre 130 heures. 130 heures, tu ne peux même pas travailler 39 heures. Hein. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et donc, quand tu es dans une entreprise de moins de 20, la contrepartie obligatoire en repos, ils ont changé le nom pour dire que vous ne pouvez pas la payer. Parce que vous voyez, contrepartie obligatoire en repos, hein, si vous voulez, on peut vous rajouter qu'on ne peut donc pas payer, hein, mais ils ont changé le nom exprès pour vous dire que vous ne pouvez pas le payer. Hein, c'est 50%, mais pour les plus de 20, ça passe à 100. Hein. Donc par exemple, joyeusement, vous avez un salarié qui vous avait 170 heures, hein, dans une entreprise dans laquelle la convention collective prévoyait que 130 heures de contingent, donc vous avez 40 heures, hein, de dépassement, je gligne, 40 heures de contrepartie obligatoire en repos. D'accord ? Et donc, comment on peut contrer ça ? En faisant un accord d'entreprise, hein, que ça se fait vraiment maintenant facilement depuis, ça devait être déjà des ordonnances Macron, ça qui nous a permis de faire des trucs plus faciles, hein, où on peut mettre un contingent plus élevé. Et donc, on a déjà fait des contingents, ça doit être 360 heures. C'est le contingent qu'on a dans hôtel, café, restaurant. C'est ce qui permet de travailler 44 heures par semaine. Ça, c'est la limite absolue. Hein. Un salarié, il n'a pas le droit de travailler plus de 44 heures sur toute l'année. Hein. Mais donc là, vous mettez 360 heures. Quand je fais signer les accords, je dis aux gens, on ne va pas vous obliger à travailler 360 heures, mais au moins on est peinard, hein, jusqu'à 360 heures pour ne pas avoir ça à gérer. Parce que les clients et donc les salariés qui font beaucoup d'heures sup, généralement, tout le monde est content, sauf quand on se fâche. Hein. Et les avocats, ils sont payés pour partie au succès. Hein. Donc l'avocat, il met tout. Hein. Il venait parce que vous avez dit ça, pas bien, mais après, l'avocat, il rajoute tout ce qu'il peut rajouter. Et donc, ça, il ne manquera pas de vous le réclamer. Parce que c'est ça qui est mignon, hein, c'est contrepartie obligatoire en repos, mais quand tu ne l'as pas donné, bien sûr, après, tu passes à la caisse. Hein, si tu vas au prud'homme, on vous la fera payer. Voilà, donc ça me paraissait intéressant de vous le rajouter. Et alors, effectif de plus de 50 salariés, donc là, le FNAL, il passe de 0,10 à 0,50, hein, donc on se mange 0,4 points en plus. Je vous précisais, mais c'est plus toujours pour ceux qui doivent gérer le paramétrage de leur logiciel, le coefficient Fillon, il change, parce que justement, l'objectif du coefficient Fillon, c'est d'annuler toutes les charges sociales obligatoires sur le montant du SMIC, comme dans les entreprises de plus de 50 salariés, tu as cette contribution en plus, donc le coefficient, il est plus favorable, hein, mais donc de penser quand vous changez de seuil à faire ça. On a l'effort construction. Alors ça, l'effort construction, vous savez, c'est la cochonnerie qui se paye en décembre.
Hein. Donc ça, le jour où nous l'intégrons en DSN, ça sera pas mal. Hein. Sur en plus l'année N-2, tout ça, enfin que personne n'y comprend rien. Hein, que vous sachiez que quand vous n'êtes pas imposable, vous pourriez le placer en subvention. Donc ça, moi j'ai eu ça à faire au début de ma carrière, que 20 ans après, on devait réclamer les sous. Hein, donc vous voyez, on était en francs. Hein, vous voyez que c'était sympa. Bon, enfin voilà, c'est des trucs qu'on donne à faire aux experts comptables stagiaires. Et la participation légale, donc ça d'y penser, et vous me la recalculez bien, votre participation légale, parce qu'en octobre, oups, hein, sur un contrôle d'un expert comptable à la demande du CSE, l'expert comptable du CSE qui a bien fait son travail, il a dit, c'est étonnant, mais moi, j'arrive à de la participation à payer. Vous voyez, c'est dommage, en octobre. Hein. Puis d'abord, on m'avait vendu, hein, vous savez que la participation, ça paye plutôt mai-juin, hein, la saisonnalité classique. Et donc d'abord, on m'avait vendu une année d'oubli. Hein, bon. Et en fait, j'avais 2 années d'oubli. Donc là, ça devient plus dur. Et alors, pourquoi hein, moi, j'aime bien aller au bout du truc, parce que là, pareil, hein, une équipe formidable. Hein, ils n'ont pas du tout essayé de truander les gens. Bon, comme j'aime à rappeler, en 2020-2021, on ne s'est pas tellement emmerdé, hein, quand même. Hein. Donc souvenez-vous quand même comment on a travaillé. Hein, notamment l'arrêté des comptes en 2020, ça a quand même été du sport, hein, puisqu'on venait juste d'être confinés, etc. Et en fait, pourquoi elle s'est fait avoir? C'est qu'elle travaillait sur un résultat fiscal provisoire. D'accord? Et puis après, les groupes, vous savez, ils font plein d'ajustements. Mais ce qui est toujours formidable, c'est que derrière, on avait quand même un expert comptable, un commissaire aux comptes, et que tout ce petit monde-là, personne ne vérifie rien, quoi. Hein? Donc ça, c'est aussi un peu dommage. Donc là, rebelote. Hein, ceux qui ont de l'intéressement de la participation, ceux qui avaient des experts comptables et des commissaires aux comptes qui interviennent, demandez-leur de vérifier, hein, parce que tout le monde pense que c'est l'autre qui l'a fait. Hein. Et ce que je dis toujours, c'est plus dur de vérifier quelque chose qui n'existe pas. Parce que vous voyez, moi, quand j'ai pris le dossier, je lui ai demandé si elle avait de l'intéressement et de la participation, parce que je sais bien qui c'est qui doit faire le dispatching, hein, toujours en urgence, pour que ça passe en paye. Et donc, elle m'avait dit non. Et alors, dans la formule hein, de la participation légale, hein, si vous vous souvenez bien, c'est bénéfices moins 5% qu'on donne aux capitaux propres, hein, on rémunère les capitaux propres, et on a parfois des entreprises qui ont énormément de capitaux propres, hein, notamment les entreprises qui ont une gestion bon père de famille, qui ne distribuent pas beaucoup, et donc les 5% de rémunération des capitaux propres, ça me bouffe tout mon bénéfice. Et donc, vous voyez, moi, je lui avais dit ça à la DAF. Ah, je lui ai dit, c'est parce que vous avez trop de capitaux propres. Et elle avait dû me dire, oui, hop, moi, je passe au suivant, quoi. Et en fait, non, c'est qu'elle calculait sur un résultat fiscal provisoire. Et donc, quand on a du tout rattrapé, bon, après, ça emmerde un peu le monde. Hein. Et donc, de bien penser à dire qu'il faut que les gens regardent, quoi. Hein. Et quand tu n'as pas la ligne hein, dans un compte de résultats, on regarde moins. Mais quand on est plus de 50 salariés, on regarde. Hein. Mais les contrôles ne sortent pas, hein, puisqu'il n'y a pas la ligne. Voilà, et puis donc on a l'index d'égalité professionnelle, hein, qui était donc à publier là, au 1er mars de chaque année. Hein, donc ça, bon, je l'avais déjà évoqué, je n'ai pas prévu de diapo ici. Hein, c'est toujours à peu près pareil, sauf qu'on durcit un peu le trait. Hein, les entreprises qui ont moins de 75 points, là, il va falloir vraiment qu'elles publient ce qu'elles envisagent de faire pour progresser. Alors là, je dis toujours, ça dépend d'où tu pars. Hein, moi, j'ai des entreprises, il n'y a que des femmes, ou des entreprises, j'ai que des hommes. Hein, donc là, ça va être plus compliqué hein, d'obtenir une parité. Hein, mais néanmoins, on peut quand même travailler sur certains indicateurs hein, pour essayer de progresser. Donc c'est ça que le gouvernement va chercher à avoir. Hein, pas que vous disiez simplement ouais, c'est un tableau à la con, de toute façon ça ne sert à rien. Hein, ça, vous risquez d'avoir des soucis derrière. Et il y a un contrôle qui est plus important pour les entreprises qui ont eu des aides hein, dans le cadre de la crise. Hein, donc ne pensez pas que c'est pas grave, j'ai un index incalculable, je suis en dessous de 75, et il y a une autre notion pour ceux qui ont en dessous de 85 points. Et là, étonnamment, hein, vous avez dû voir fleurir au mois de mars, il y en a, c'était mignon, ils l'ont sorti pour la journée internationale des droits des femmes, là, ouais, nous on est super comme entreprise. Étonnamment, c'est ceux qui ont des bonnes notes hein, qui publient. Hein, mais, voilà. Hein, après, parfois, il y a des cas qui peuvent aussi expliquer une baisse une année, et ce n'est pas forcément désespéré. Et donc, après, moi, quand j'ai réfléchi, plus de 250, donc après, pour les représentants du personnel, tout ça, vous jouez, hein, il y a plus de choses, mais d'un point de vue dessous, et ça pourrait être très violent, hein, donc tous ceux qui sont proches des 250, vous me les regardez bien, comme c'est des sous, hein, les mandataires et les intérimaires ne seront pas pris en compte, mais c'est que d'un coup d'un seul, vous auriez le forfait social, hein, de nouveau sur l'intéressement et l'abondement, hein, quand vous dépassez les 250. Et donc ça, hein, vous avez peut-être dit, tiens, j'ai déjà dépassé,
quand est-ce que vous avez dépassé, parce que ça, en cas de contrôle d'URSSAF, ils vont regarder quand vous avez dépassé. Hein. Mais donc là, on aurait de nouveau le système des 5 ans, donc qui nous fait prendre un peu plus d'air quand même avant de payer plus. OK ? Voilà. Alors là, je vous vois tous déjà éreintés. Ah ben c'est pour ça qu'on va partir un peu en vacances. Hein. Alors pour les vacances, donc le principe c'est CP non pris égale perdu. Mais, l'employeur doit pouvoir démontrer avoir mis le salarié en mesure de prendre ses congés. Donc si vous voulez m'appliquer la règle congé pris, congé perdu, t'écris à ton salarié. C'est-à-dire que tu lui dis, Robert, il te reste 12 jours à poser avant le 31 mai, propose-moi des dates. Je dis toujours, l'employeur, avec un délai de prévenance d'1 mois, il peut imposer des dates. Parce que les congés, c'est variable. Il y a les gens, ils prennent tous leurs congés d'avance, ils prennent même des congés sans solde, puis il y a ceux qui n'arrivent pas à prendre des congés. Et moi, vous voyez, j'ai déjà imposé des dates à des collaborateurs qui n'aimaient rien, ni le cinéma, ni la natation, ni rien, bon, ils n'aimaient rien. Bon, ben, moi, je leur disais, bon, ben, c'est pas grave, tu vas être en congé du 1er au 15 août, vous voyez, bon. Moi, je leur disais, tu me proposes tes dates, tu m'en proposes pas, ben, je te dis quand tu vas prendre en congé. Donc, un employeur, il peut toujours imposer ses congés. Moi, je dis, j'aime bien les petites phrases, en matière de congé, le salarié propose, l'employeur dispose. Mais l'employeur dispose, il faut qu'à un moment, il le dispose de prendre ses vacances, quand même. Parce que j'avais eu un autre cas, un petit commerce, où il n'y avait qu'un seul salarié. Ben, pour prendre ses congés, la boutique est fermée. Si le mec il dit « Ah ben non, je ne veux pas que tu fermes », vous voyez, il ne peut pas prendre ses 5 semaines de congés. Donc à un moment, il faut quand même leur permettre de prendre ses congés. Et après, il y a tous les cas où c'est interdit de les faire perdre. Je ne sais plus s'ils l'ont mis. Congé maternité, la maladie, etc. Il y a des cas où on n'a pas le droit de les faire perdre. D'accord ? Mais donc, je ne veux pas que vous reteniez, hop, moi, je solde mes compteurs au mois de mai, ils avaient qu'à y penser, ça ne marchera pas. Ou alors là, vous allez avoir l'illusion de les avoir soldés, et puis dans 3 ans, quand vous allez avoir un litige avec le salarié, on va vous les réclamer. On avait une fois un arrêt de cour de cassation qui était intéressant, qui disait qu'en matière de congé, c'était la même prescription qu'en matière de salaire, c'est triennal. Donc ça, c'est aussi à retenir. Et en matière de congé, j'y pense en vous le disant, j'aurais pu vous le mettre, c'est interdit de payer des congés en cours de contrat. Ça, on a plein de décisions d'arrêt de cour de cassation qui disent ça. Et là, c'est là où on arrive à un point de blocage, c'est comment on fait pour gérer le passé, quoi. Et donc, dans le temps, vous savez, on faisait écrire aux salariés, je préfère que vous me payiez mes congés, plutôt, parce que je n'arriverai pas à les prendre. Ça, on sait que ça n'a pas de valeur juridique. Donc, si vous les payez en cours de contrat, vous prenez un risque. Donc, nous, le bon conseil, ça sera toujours de les faire prendre. Mais si tu arrives à 52 jours, qu'est-ce que tu fais ? C'est aussi embêtant. Donc, j'ai quand même des entreprises, on leur dit qu'on ne peut pas les payer, on les paye quand même, en disant qu'au moins on appure les comptes, et puis que tout le monde ne va pas nous attaquer au prud'homme non plus. Ce n'est pas tous les salariés qui nous attaquent au prud'homme non plus. Voilà, sur les congés payés. Alors la journée de solidarité, là c'est pour vous rappeler un peu qu'il faut y penser. Normalement le principe c'est qu'on dit dans l'entreprise la journée de solidarité sera fixée à cette date-là. Normalement c'est plutôt le même jour pour tous les salariés, sauf comme c'est écrit là, quand on a des entreprises qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment c'est ce qu'on a dans les hôtels, cafés, restaurants, dans les stations-service qui sont ouverts tous les jours, et forcément il faut qu'on prévoie un roulement. Donc voilà, mais sinon, on va dire que le cas classique, c'est de fixer plutôt un jour. Donc c'est 7 heures, donc parce que par exemple dans les stations-service, ils fonctionnent par quart. Un quart, vous ne le savez pas forcément. Ah, puis pour l'orthographe, c'est Q-U-A-R-T, c'est pas chauffeur de car. Et donc, mais où est donc Ornicar, c'est le quart. Et donc c'est 8 heures. Et vous voyez, quand on fait la journée de solidarité, c'est 7 heures. Donc vous voyez que ça c'est drôle parce qu'on ne va pas les faire venir bosser exceptionnellement pour 7 heures, donc on les fait bosser 8 heures et on leur paye 1 heure. Et pareil, la personne qui a temps partiel qui travaille que 5 heures, par exemple, sa journée de solidarité, ça sera 5 heures. Et après, j'ai les questions super sympas que je me dis, c'est quand même bien que tu aies fait un bac +8 pour avoir des questions pareilles. Mais la fille qui le lundi travaille 4 heures, mais le mardi 8 heures, et que moi j'ai fixé le lundi de Pentecôte, combien qu'elle travaille d'heures ? Parce que vous voyez, le lundi, normalement 4 heures, mais par exemple, si sa moyenne, c'est 5h50, vous voyez ? Donc là, souvent, moi, je dis, on va faire une règle un peu facile pour ne pas y passer 4 heures. Parce que sinon, voilà. Et alors là, c'est important. Donc là, c'était diapo de ce matin, et ils ont pensé à notre belle Alsace.
mais donc c'est bien. Donc vous pouvez choisir n'importe quel jour férié, sauf le 1er mai, le 25 et le 26. Ah, ils ont oublié, je pourrais leur dire, le vendredi saint. Vendredi saint interdit, parce que quand c'est sorti, donc journée de solidarité pour faire de l'histoire aux plus jeunes d'entre nous, donc c'est 2004. Et donc 2004, on avait obligé les enfants à aller travailler. Après, on a dit non, c'est une connerie, les enfants, ils n'ont pas besoin d'aller travailler. Mais donc, il y a une année, parce que donc en 2003, il y a eu canicule et les petits vieux sont morts. Le cheminement, c'est ça. Et donc, en 2004, ils ont créé une contribution sociale de solidarité à 0,30, que vous retrouvez toujours, et ils se sont dit, matière de solidarité, pourquoi il n'y aurait que les employeurs qui y contribueraient? On n'a qu'à dire aussi que les salariés offrent un jour. Et alors, au début, la journée, elle était un peu festive, tout ça, puis après, ça s'est un peu perdu. Et donc, les supermarchés, notamment en Alsace, ils étaient très contents d'ouvrir vendredi saint, parce qu'avant l'orgie du week-end de Pâques, vous voyez, parce que la fête religieuse, c'est pas pour tout le monde. Et ça, maintenant, interdit. Donc là, on pourrait rajouter interdit aussi le vendredi saint. Donc vous pouvez fixer n'importe quel autre jour, mais pas ce jour-là. Et alors, parfois, il y a un peu des trucs bizarres. C'est que, pareil, si vous regardez des vieilles conventions collectives, vous verrez que les forfaits jours, c'était 215 et 217. Et puis maintenant, vous entendez 216 et 218. Parce que gling, on a rajouté la journée de solidarité. Et ça m'a déjà valu, je vous promets une fois, une discussion pendant 7 heures. Pas 7 heures d'un coup. Mais nous, vous savez, on fait des feuilles de temps. Donc 7 heures avec des petits bouts comme ça. Mais qu'à un moment, je leur ai dit, non, mais on va arrêter, parce que là, moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai déjà passé 7 heures, donc la journée de solidarité. C'est que, donc, quand tu es en forfait jour, si on t'a fait un forfait 218 jours, tu la travailles déjà, ta journée de solidarité, dans les 218. Mais ce qui est un peu débile, c'est que quand tu dis à tes non-cadres, toi, la journée de solidarité, ce sera le lundi de Pentecôte, et donc c'est au choix, soit tu viens bosser, soit tu prends un jour de congé. Et vous voyez, ça fait fritage sur la ligne entre cadre et non-cadre, parce que le cadre, lui, ça sera jour férié, puisque la journée de solidarité est incluse dans le 218, alors que le non-cadre, il va devoir fixer congé. Alors ça, là, vous voyez, 7 heures de discussion. Pour le côté que c'est pas normal et tout ça, c'est pour ça qu'après, c'est bien quand on travaille depuis longtemps, parce qu'on se souvient des trucs qui se sont passés, donc il y a fort, fort longtemps. Voilà, pour la journée de solidarité, comme ça, vous y penserez. Et voilà, alors là, ça, on a le temps. Ah ouais, donc on ne va pas avoir max de temps pour les questions. Mais bon, si vous avez un quart d'heure de questions, vous serez heureux. Mobilité internationale. Donc là, c'est plus, parce que moi, je suis quand même beaucoup sollicitée sur ces questions, et sollicitée pour 2017-2018, vous voyez. Donc ça, c'est cool, quand tu es en 2022, et qu'on te demande de régulariser des trucs vieux. Vous voyez, ça, c'est vraiment super, de faire des tableaux récapitulatifs à la main, tout ça, c'est vraiment l'éclat. Donc, c'est quand même mieux quand on nous sollicite avant. Donc, pour la mobilité internationale, là, on ne va pas vous faire, c'est plus pour que vous ayez en entendu parler. Il existe des formations, c'est 2 jours. Donc, je vais pas, on a dit 16 heures, donc je vais vous libérer à 16 heures. Donc, il y a 3 choses. Le détachement, la nouvelle notion qu'il faut bien utiliser, pluriactivité, et puis l'expatriation. Donc, nous, ce qu'on rencontre, on va dire, le plus fréquemment, c'est le détachement, et sans que vous le sachiez, vous pouvez avoir de la pluriactivité. Donc c'est là-dessus qu'on va se figer. L'expatriation, c'est encore un autre système. Alors le détachement, grosso modo, tu as un salarié en France, tu l'envoies en Allemagne, c'est ce que j'ai eu. Alors là, par exemple, vous voyez, on m'a sollicité le 31 août pour le 1er septembre. Rebelote, je leur ai dit, je suis désolé, vous allez peut-être considérer que c'est urgent, mais je pense bien que vous n'avez pas dit à votre salarié hier que le 1er septembre, il partait en Allemagne. Vous voyez. Donc moi, quand on me sollicite le 31 août pour le 1er septembre, c'est qu'on a oublié de me solliciter. Je ne le mets plus en degré d'urgence, vous voyez. Parce que je pense bien que le gars, on avait dû lui parler en juin. Je ne vois pas pourquoi moi, on me sollicite la veille de son départ. Bon, bref, on l'envoie en Allemagne. Et donc, l'objectif, c'est de dire que comme c'est un envoi ponctuel, il va rester aux cotisations sociales françaises. On ne va pas le faire cotiser au truc allemand si c'est après pour qu'il revienne à la maison. D'accord ? Donc c'est le principe du détachement. C'est que c'est temporaire et il reste dans le régime qu'il connaît. Donc nous, on peut vous envoyer des Allemands qui cotisaient aux cotisations allemandes et qui vont continuer à cotiser aux cotisations allemandes. Mais par contre, attention, là on parle du côté social, mais c'est l'intérêt d'être expert comptable, c'est que les impôts, ça peut être différent. Et puis là, c'est où en Allemagne ? Berlin, vous voyez bien que ça ne va pas être frontalier par rapport à l'Alsace. Par contre, le petit bled qui est de l'autre côté de la frontière du Rhin, on peut en plus avoir un régime frontalier. Donc là, c'est là où il faut qu'on fasse aussi appel souvent
à des juristes spécialisés en fiscalité pour qu'on regarde la convention bilatérale, pour voir ce qui va se passer en termes d'impôts. Alors la pluriactivité, on va en parler, ça c'est la bonne blague qui peut vous tomber dessus. C'est-à-dire que vous faites une fiche de paye normale, et puis d'ailleurs, sur la fiche de paye, vous avez mis une adresse à l'étranger. Mais bon, vous n'avez pas plus tilté que ça, surtout si on est en zone frontalière. Et ce que le mec vous a pas dit, c'est qu'il a un autre emploi dans son pays. Et là, ça, c'est la belle saloperie. Là. Donc là, c'est ça dont on va parler, et que vous allez me checker toutes vos adresses à l'étranger. Là. Parce que ça peut être la bonne blague, les pluriactivités. Et puis l'expatriation, alors ça va être encore un autre système. On a la caisse des expatriés. Là, moi, par exemple, j'en avais envoyé, j'avais une entreprise, ça m'a permis de voir ça, au Japon, en Chine, gna gna gna. Bon, là, c'est d'autres règles. Et là, comme ils quittent la France avec le système de protection sociale français, on les fait cotiser, notamment pour la retraite et pour le chômage, pour que quand ils reviennent, ils aient toujours des droits en France, parce qu'on ne sait pas s'ils vont se plaire là-bas, etc. OK ? Alors, sur le détachement, vous voyez que la durée prévisible, normalement, c'est inférieur à 2 ans. Et on est plutôt sur des pays Union européenne, espace économique européen ou la Suisse. Donc, on est plutôt près de chez nous, quoi. D'accord ? Ça, c'est le détachement. Et donc, là, le truc à faire, vous voyez, c'est bien écrit avant le départ. Donc, le 31 août, c'est un peu juste. D'accord, je reconnais, tu m'as sollicité avant, mais ce n'est pas moi qui vais te le faire, le formulaire A1. Donc, c'est l'administration française. L'administration française, quand on a 1 mois, c'est bien. Et puis, vous savez, il y a des périodes plus ou moins faciles. Là, cette année, on a de la chance, on n'a pas de pont du mois de mai, puisque les jours fériés tombent des dimanches. Mais sinon, traditionnellement, mai, juillet, août et décembre, il ne faut pas trop espérer avoir des délais de réponse à 30 jours quand même. Et donc ça, il faut qu'on ait le formulaire A1. En fait, le formulaire A1, il va confirmer dans le cadre du détachement que oui, le salarié relève bien toujours des cotisations sociales françaises. D'accord ? Et ça, c'est formidable. Formulaire A1, ça se dit dans toutes les langues en Europe. C'est le même nom de formulaire, quel que soit le pays. Donc ça, c'est formidable. Et c'est-à-dire que même si vous ne parlez pas allemand, A1, là, tu captes bien. D'accord ? Donc ça, le formulaire 1. Et après, la pluriactivité. C'est là que je veux que vous ouvriez vos oreilles. Alors, j'aurais pu vous le rajouter. Le site de référence, il s'appelle CLEISS. C-L-E-I-S-S. C'est vraiment super parce que t'écris, en fait, tu poses les questions et puis il te donne la réponse. Mais il te donne la réponse pour la cotisation, les cotisations sociales. Il ne te donne pas la réponse pour les impôts. Ça, il faut que tu appelles ton copain fiscaliste qui va aller regarder la convention bilatérale entre les deux pays. Alors, les éléments... Donc, déjà... On ne parle pas de votre copain, allez pas m'inquiéter tous vos copains. Le copain qui travaille uniquement en Allemagne, lui, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait 2 activités dans 2 pays différents. Donc là, vous savez bien qu'en Alsace, vous avez tous les gens qui traversent la frontière tous les jours, qui travaillent en Allemagne. Ils ont un seul employeur en Allemagne, on est peinard. Mais tiens, s'ils avaient l'idée de prendre un second emploi en France. Bon, c'est là, et ça, ils ne vous le disent pas forcément. D'accord ? C'est ce piège-là. Donc, les éléments à prendre en compte, c'est rigolo, moi je ne l'aurais pas mis dans cet ordre-là. La première question qu'on va vous poser, c'est l'état de résidence du salarié. D'accord ? La deuxième question qu'on va vous poser, c'est cette notion d'activité substantielle. Et donc là, c'est des directives européennes. Et donc là, c'est substantiel à partir du moment où, dans ton état de résidence, donc nous on va prendre le côté français, tu travailles en temps ou en argent au moins 25%. Et donc ça, c'est que dalle. Enfin, une activité substantielle, moi, vous voyez, ils m'auraient consulté, je leur aurais dit, mettez à 75. À 75, c'est substantiel. 25% substantiel. Donc la première blague que j'ai eue, parce que c'est toujours plus parlant avec des cas pratiques, et puis imaginez, alors moi je ne cause pas allemand, c'est un collègue qui faisait les traductions, mais il s'est amusé, une multinationale allemande, puis nous on est à la frontière, une femme de ménage française, classique, qui travaille en Allemagne, qui est hyper contente de travailler en Allemagne, parce que vous savez bien, plus d'argent en Allemagne, mais qui, donc par exemple, elle travaillait, je ne sais pas, le mercredi en Allemagne, mais tous les autres jours de la semaine, où elle était chez des particuliers employeurs en France, des entreprises françaises. Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend à la multinationale allemande ? Que pour sa petite femme de ménage française, il aurait dû faire une fiche de paye avec des cotisations sociales françaises. Pas si vous vous rendez compte. Pour l'allemand à qui tu dois annoncer ça, là, pour Rebecca, là, vous voulez dire Rebecca qui vient tous les jeudis faire du ménage, il va falloir que je prenne un expert comptable en France
pour me faire une fiche de paye française. C'est ça que vous voulez me dire. Eh ben ouais, législation européenne. Vous voyez, avec cette notion pourrie de 25%. Et nous, on a l'inverse. Hein, vous me faites le mec, là, il travaille tous les jours chez vous. Mais il a un autre emploi. Vous ne le savez pas, il est photographe. Ou d'ailleurs, vous le savez, même pire. Hein, ah ouais, vous savez, tous les week-ends, il fait de la photo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne travaille pas le vendredi. Hop, il est photographe hyper connu en Allemagne. Plus de 25%. Pourquoi tu me mets encore des cotisations sociales françaises ? C'est les cotisations sociales allemandes, même pour ton emploi en France. Vous voyez ? Et alors là, c'est là qu'ils sont tous détendus. Donc là, nous, on me demande de refaire, alors pour des sociétés suisses, des fiches de paye 2017, 2018, 2019, hein, parce qu'on aurait dû appliquer les cotisations sociales françaises. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est... Hein, donc, quand on tape l'adresse, il faut quand même réfléchir, quoi. Hein, et après, de se dire... Bon, et donc c'est pour ça que je vous parle plus des adresses à l'étranger, parce que si déjà ils vivent en France, on a plus de chances que ça soit nous. Si vous avez un salarié avec une adresse en France, vous voyez, c'est 25%, il va plutôt les avoir chez vous. Et donc voilà, alors après, donc, soit l'activité substantielle, elle est dans l'état de résidence, donc c'est la législation de l'état de résidence, c'est facile, soit après ça se complique, hein, parce qu'on a des gens qui jouent, hein, tous les jours ils sont dans un état différent, hein, tu peux avoir la blague, hein, mais non, mais pour les gens qui sont près de Luxembourg, en Belgique, là, vous voyez, tu peux jouer. Hein, bon, donc après il y a des règles plus compliquées. Hein, moi je voulais juste vous alerter là-dessus, et donc ça c'est un sujet qui a été vu ce matin, voilà. Et donc, super. Quelques arrêts de jurisprudence. Ah, j'en ai rajouté 2, mais j'ai oublié de les mettre dans le sommaire. Donc vous allez en avoir 5, je crois, d'arrêts de jurisprudence. Je vous les ai faits dans l'ordre. Et donc c'est là que vous n'allez pas aimer. Hein. Je le sais. Vous allez me dire, non, c'est pas possible, tout ça. Voilà. Moi, je ne fais que dire ce que j'ai lu. Hein. D'accord ? Je ne suis pas en cause à titre personnel. Hein. Vous n'aviez pas prévu de tomates, monsieur Chanel, je risque pas. Alors, premier arrêt, c'est dans la chronologie. Hein, il n'y a pas d'ordre. Alors, 19 mai 2021. Donc là, c'est pour vous faire peur. Regardez les dates. Alors, ce qui est intéressant aussi pour les dates, hein, c'est que généralement, on dit que c'est 10 ans pour aller en cour de cassation. Là, vous voyez, ça a été plus rapide. Donc, mais je vous mets les dates, j'insiste sur les dates pour que ça va vraiment vous faire peur. Le salarié était en arrêt maladie à compter du 16 novembre 2015. Le 1er juillet 2016, il saisit les prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Donc vous avez vu, il leur a laissé 7 mois. Hein ? Moi, j'ai des dossiers qui traînent plus longtemps que 7 mois. Et alors, qu'est-ce qu'il reproche à son employeur ? Le non-versement d'une prime. Alors, pour que ça tienne sur une diapo, hein, je ne vous ai pas fait compliqué, mais grosso modo, il n'a pas eu la prime du 4e trimestre 2015, parce que votre chef, il a dit « Ah ben non, Jack, il est malade, on ne lui verse pas sa prime. Hein, » D'accord ? Une prime contractuelle. Hein, donc voilà. Ouh, c'est pas bien. Bon. Ça, c'était votre chef, donc là, vous respirez encore. Mais deuxième partie, et ça, c'est plus fréquent, c'est qu'on avait des manquements de l'employeur concernant les obligations relatives à l'arrêt de travail, c'est-à-dire l'attestation de sécu. Ah, mais j'ai tardé pour la faire, et puis je maintenais plus le salaire. Ah bah ouais, mais moi, j'ai pas eu les arrêts. Gna, 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 je la connais. Hein, voilà. Et la prévoyance, parce que la prévoyance, comme vous faites toujours le petit jeu, ah ben ouais, mais moi, il ne m'a pas envoyé la sécu, alors je n'ai pas pu faire la prévoyance. Hein, et là, donc, vous voyez, résiliation judiciaire, donc ça, pour ceux qui ne savent pas, hein, la résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Hein, donc tu te payes l'indemnité de licenciement, donc si c'est quelqu'un qui a de l'ancienneté, ça peut être vite sympa. Tu te payes le préavis qu'il n'aura pas effectué, puisque hein, il n'a pas fait, plus des dommages et intérêts, bref, tu te marres. Hein. Puis c'est là que vous êtes des grandes entreprises, hein, vous pouvez aller chercher le barème Macron, hein, en fonction de l'ancienneté, ça chiffre quand même le barème Macron. Hein. Donc, vigilance. Donc voilà, là, premier truc, c'est là où je vous ai dit, monsieur Chanel, on risque d'en perdre pour le pot de l'amitié, hein, et c'est que le premier. Hein. Alors, deuxième arrêt, temps partiel et dépassement de la durée légale du travail. Normalement, vous connaissez la phrase puisqu'elle est écrite dans les contrats de travail. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler, je trouvais que la phrase, ça ne voulait rien dire. Le salarié ne pourra pas dépasser la durée légale de travail. Je ne voyais pas bien ce que ça voulait dire. Puis après, on m'a expliqué. Donc là, cas pratique, parce que souvent, on n'a pas les chiffres. Une semaine, la première semaine de février 2015, 36,75. Une semaine qu'ils te disent. Il y en a peut-être une autre hein, pour qu'il aille en cour de cassation. Mais imaginez-vous le nombre de semaines que vous me faites les temps partiels qui me dépassent les 35 heures. Là, l'arrêt, une semaine,
36,75. D'abord, ils étaient contents. La Cour d'appel avait rejeté sa demande, parce que ça, je vous l'ai laissé. Normalement, on s'en fout de ce que dit la Cour d'appel, mais c'était pour vous expliquer la petite combine qu'on avait essayé de trouver. C'est que parfois, on l'embauche pour 20 heures, mais dans le contrat, on gruge, on met 20 x 4,33, puis donc je ne sais pas combien ça fait, on met 86,67. Hein, puis on se dit comme ça, ouais, s'il a fait 86,67 sur le mois, c'est bon. Eh ben non, Cour de cassation, 15 septembre 2021, la Cour de cassation juge que la durée légale du travail doit s'apprécier dans un cadre hebdomadaire. Hein, et ça, c'est hyper intéressant de lire des arrêts de jurisprudence. Moi, j'ai fait droit, alors ça m'amuse. Hein. Attendu que, c'est tout un autre langage. Attendu que, ils te mettent bien que le salarié, une fois, il a travaillé 1h75, et donc requalification en temps complet. Et là, pareil, quand vous dites ça, alors je dis ça pour vos chefs, si vous dites requalification en temps complet, moi j'ai essayé avec des clients, des vétérinaires, tout ça, ils ne comprennent pas la portée du truc. Il faut leur chiffrer, hein, parce que si tu leur chiffres, ça leur parle mieux. Donc moi, par exemple, les assistantes vétérinaires, les assistantes dentaires, toutes elles étaient à temps partiel, et puis quand il y en avait une qui était en vacances, hop, c'était l'autre qui les remplaçait. Puis tout le monde était content d'ailleurs, hein. Hop, comme ça, puis la prochaine fois que tu seras en vacances, ce sera moi et tout ça. Donc, on va adapter, parce qu'avant, je vous faisais 10 €, mais maintenant, le SMIC, il a 10,57, donc on ne va pas le faire. On va dire que notre assistante, elle est payée 12 € brut de l'heure. Vous voyez, je suis assez raisonnable. Et on va dire qu'on a fait un contrat, pareil, on va être raisonnable, comme maintenant, on a la durée minimale à 24 heures. Je vais vous faire un contrat à 25 heures, d'accord ? Et la fille, donc régulièrement, hein, elle remplace les salariés absents, hein, comme ça se voit quand même dans beaucoup d'entreprises. Donc, requalification à temps plein, ça veut dire que j'ai 10 heures, vous êtes d'accord ? Fois 12 €, fois 52 semaines, hein, puisqu'on va le faire sur... voilà. Ça, rien qu'en montant salaire brut, j'ai 6 240 pour une année, d'accord ? À ceci, je te rajoute les congés payés, parce que je suis avocat, je suis rémunéré pour partie à la com. Donc, je rajoute 10% de congés payés. Ensuite, je rajoute les charges sociales pour notre employeur. Hein, donc, je suis sympa de nouveau, on va vous le faire à 30%. 8 923. 8 923. Et après, prescription triennale, 26 770 € pour un salarié. Parce que, par exemple, j'avais le souci dans les ambulances. C'est vrai que les ambulances, pour prévoir l'horaire de travail, dans les pompes funèbres, il y a des secteurs à la con. Dans les pompes funèbres, comment tu veux prévoir que je vais avoir combien d'enterrements cette semaine ? D'accord ? Et bien, dans les pompes funèbres, on a déjà des salariés qui ont commencé à attaquer. Je faisais grosso modo à chaque fois le même calcul. Vous voyez, 26 770 pour un salarié, si tu en as 10, toujours, hein, on ne change pas l'organisation, on s'en fout de ma règle. Hein. D'accord ? Mais donc, il faut que vous chiffriez. Parce que si vous ne chiffrez pas, c'est opaque, hein, requalification à temps complet. Hein. Et alors, cerise sur le gâteau, si vous me l'aviez licencié, la personne, logique, vous m'aviez calculé son indemnité de licenciement sur un temps partiel. Vous me la recalculez sur un temps complet, s'il vous plaît. Hein, il y a des gens qui demandent les droits à retraite et tout ça, donc après, c'est démentiel. Hein, il y en a qui ont de l'idée. Bon, donc là, j'ai définitivement plombé l'ambiance. Dépassement de la durée maximale de travail, cette fois-ci, hein, dont on rappelle que c'est 48 heures, hein, sauf exception. Vous pouvez aller regarder dans vos conventions collectives. Là, j'ai fait fruits et légumes frais. Bon, donc, si vous êtes dans les fruits et légumes frais, il y a quelques dérogations. Je crois que c'est, par exemple, 12 heures par jour, 48 heures dans la semaine. Hein, donc, je n'ai quand même pas de dérogation. Voilà. Mais combustible, hein, livraison de fioul, ça, je crois qu'il y avait un dépassement pendant la période de grand froid. Bon, hein, donc, il existe des... Mais on va dire que le standard, c'est 48 heures. Et là, rebelote, hein, vous êtes content, un chauffeur-livreur, 50,45. Hein, je peux vous dire que là, on a dû les éplucher, ces horaires, hein, pour vraiment voir que c'est 50,45. Hein, pas qu'il y avait du temps d'habillage, du temps de je ne sais pas quoi, enfin tout ce qu'on aurait pu faire sauter, on l'aurait fait sauter. Et là, donc, ce que la décision de la Cour de cassation, c'est qu'on n'a pas besoin de dire qu'il faut prouver un préjudice spécifique au fait qu'il ait travaillé 50h45, hein, ça devait être essayer la défense de l'employeur. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. Hein, donc là, rebelote, tu dépasses 10 heures par jour, 48 heures dans la semaine, je gligne. On n'a pas besoin de dire que c'est triste pour toi que tu t'es fait engueuler par ta femme en rentrant. Hein, tout de suite, ça ouvre droit à réparation. Hein, donc tout ça, c'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête. Moi, mon conseil, c'est toujours de dire, si ça doit vous arriver, essayez de cibler sur un. Quoi. Hein, c'est un peu con d'avoir des dépassements sur 12 salariés.
ça t'augmente le risque. Si vous le limitez sur un, bon, et moi je dis toujours, avec celui-là, il ne faudra pas se fâcher. Hein, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que le jour où il te dira vraiment des trucs qui t'énervent, tu serres les poings bien fort, mais voilà, vraiment à vous faire mal, et là tu souffres comme ça, et comme ça tu te tais. Tu le laisses parler, et oui, très bien Robert, oui, ben écoute, on va faire comme ça. Hein. Voilà, et alors ça pareil, donc il y avait eu aussi un post LinkedIn, je n'ai pas eu le temps de retrouver, il y a une phrase en latin, et moi j'ai fait latin au bac, ça m'aurait plu de vous la retrouver, mais là j'étais trop short, je l'ai vue ce midi, une faute, une sanction. Et ça c'est pareil, hein, c'est pas de la blague, donc là arrêt du 2 février 2022, en fin de compte, donc là bon, c'est fin, hein, c'est pas tout le monde qui tombe dans le panneau, c'est que donc visiblement au cours de l'entretien annuel d'évaluation, ils avaient bien allumé le salarié. Hein, sur un truc précis, que je ne sais pas quoi, il ne rendait pas les rapports à l'heure, ou je ne sais pas, enfin qu'il était complètement nul, vous voyez, mais ils l'ont bien allumé. Et donc l'avocat a fait valoir que tout ce qui avait été écrit là, ça valait avertissement. Et comme c'est une faute, une sanction, après ils ont voulu relicencier, mais pour les mêmes faits, si vous voulez, ils n'ont pas attendu qu'il y ait d'autres faits qui se produisent, et donc du coup, une faute, une sanction. Là, le licenciement, il a été annulé. Et donc, ça peut arriver. Hein, donc là, nous, par exemple, on avait déjà eu un arrêt de cour de cassation, c'était un mail. Et c'est pour ça que moi, je préfère que les procédures elles se fassent avec des avocats ou des juristes spécialisés, parce que les avocats, les juristes, ils lisent tous ces cas-là, ils sont riches de tous les cas pratiques, et ils posent les bonnes questions. Parce que nous, quand on a le client qui nous appelle pour nous dire qu'il veut licencier par Tartampion parce que c'est plus possible, il oublie de te dire qu'il lui a fait un mail, mais vous voyez, comme ça, où il n'a pas écrit. Les gens, ils se défendent en disant « mais je n'ai pas écrit à la fin avertissement ». Mais quand tu relis le mail, tu vois bien que le mec se fait engueuler comme du poisson pourri, et donc, ça vaut avertissement. Hein. Et donc, moi, pourquoi je vous ai mis prescription de 2 mois, c'est que de temps en temps, ben, vous êtes tellement sous le coup de l'émotion que vous voulez faire l'avertissement. Mais s'il ne refait pas d'autres conneries, et puis que finalement vous en avez marre, eh ben, on ne peut plus le licencier. Donc c'est là où je dis de temps en temps, il faut temporiser, mais pas trop temporiser non plus, parce qu'on a la prescription de 2 mois. Et puis quand on a des faits graves, que tu as attendu 1 mois et 3 semaines, hein, pour des faits graves, vous voyez ça, au niveau des prud'hommes, ça va être moins sympa quand même. Hein, parce que je vous rappelle que pour des faits graves, normalement c'est là qu'on fait la mise à pied à titre conservatoire, le maintien au poste n'est pas possible. Hein, donc bon, si tu as attendu 1 mois et demi, hein, alors de temps en temps on joue, il faut que le patron soit au courant. Hein, donc par exemple, si c'est des malversations, hein, le patron, il peut ne pas avoir été au courant tout de suite des malversations. Hein, donc c'est à partir du moment où les faits lui ont été remontés, hein, que là on pourra agir. Hein, quand on a des patrons qui sont en vacances ou qui ne sont pas sur place, voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Ah voilà, ça c'est de l'autre bonheur. Forfait jour et absence d'entretien. Hein, il est tout chaud, hein, 9 février 2022. Hein, je vous lis la conclusion. L'absence d'entretien annuel individuel prive la convention de forfait jour d'effet. Hein, donc tu ne fais pas ton entretien annuel, que tu le sais que tu dois faire ton entretien annuel. Et alors, je vous ai supprimé parce que je trouvais que c'était redondant. Hein, il mettait l'absence d'entretien annuel individuel chaque exercice. Bon, c'est le principe un peu de l'annuel. Hein. C'est-à-dire qu'annuel, ce n'est pas bisannuel. Hein, vous voyez, c'est chaque année annuel. Et méfiez-vous, bureau d'études que je connais bien, c'est 2 entretiens par an, plus 1 sur sollicitation en cas d'urgence. Donc, par exemple, bureau d'études, c'est 2 entretiens forfait jour par an. Hein. Donc, c'est chouette les forfaits jours, sauf qu'il faut faire les entretiens. Et donc la rebelote, hein, le risque, c'est rappel d'heures sup, hein, tout ce qui s'ensuit, bon, ça peut vous coûter cher quand même. Hein, ça peut vous coûter cher quand même. Voilà, et voilà, super, place aux questions, 5 minutes, ça je ne vous ai pas laissé beaucoup de questions. Mais voilà, comme ça vous aurez quand même le droit à des petites questions. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être on va prendre d'abord dans la salle, il y a des questions sur YouTube ou pas de questions sur YouTube, peut-être qu'ils ne peuvent pas en poser. Hein, peut-être, c'est ça. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y en ait un sur YouTube qui nous dit si je peux poser des questions, mais je n'ai pas de questions à poser, comme ça on sera fixé. Mais vous avez vu que je vous rends à l'heure. Ah, Monsieur Chanel, très bien. Non, en fait, quand vous parliez des temps partiels donc, qui ne peuvent pas dépasser la durée légale, 35 heures, etc., il y a la possibilité de signer des avenants contre le travail. Oui, alors oui. Et là, la loi ne précise pas si on a le droit d'aller aux 35 heures ou pas.
Oui, alors exactement. Alors je vais reprendre parce que j'ai oublié de vous donner le micro alors qu'on s'était dit qu'il fallait il faut mieux que je vous donne le micro quand vous allez poser des questions parce que sinon, ceux qui sont à distance, ils ne vont pas entendre la question. Donc la question de M. Chanel, c'était les fameux avenants compléments d'heures. Donc déjà, les avenants compléments d'heures, il faut qu'ils soient prévus dans votre convention collective. Il y a plein de conventions collectives qui ne prévoient pas les avenants compléments d'heures. Quand la convention collective est muette sur le point, vous n'avez pas de possibilité de faire des avenants compléments d'heures. Donc ça déjà, c'est dur. Ça veut dire que vous pouvez juste faire des heures complémentaires. Et les heures complémentaires, vous savez, donc là, rebelote, il va falloir lire votre convention collective. Pareil, vous ne foncez pas tête baissée. Ce n'est pas tout le temps un tiers. Un tiers, c'est légal si la convention collective le prévoit. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour l'automobile. Dans l'automobile, c'est un quart. Et un quart, c'est moins qu'un tiers. D'accord ? Et quand la convention ne dit rien, c'est limité à 10%. Donc, il ne faut pas vous dire, moi, je peux faire des avenants complémentaires. Et après, donc, typiquement, par exemple, dans l'automobile, comme on avait des stations-service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on avait pris le risque avec nos avocats de dire qu'on pouvait aller au-delà de 35 heures dans le cadre d'un avenant complémentaire. Mais ça, ce n'est pas encore tranché. Et avec l'arrêt qu'on a eu, c'est peut-être méfiance quand même. Peut-être méfiance quand même. Ouais. C'est ça. Ça, on est quand même incertain là-dessus de savoir si on pouvait. Et alors ça, en pratique, on est débile, on fait 34 heures 75. Ce qui est un peu débile, mais c'est le truc pratique qu'on fait pour être en dessous des 35 heures. Mais c'est vrai que les avenants compléments d'heures, et c'est pareil, quand vous me faites des avenants compléments d'heures, appelez-les comme ça parce que c'est vraiment un cadre particulier. Parce que souvent, les gens ils me font un avenant au contrat de travail à temps partiel. C'est pas pareil. Il faut vraiment qu'il y ait écrit complément d'heures, parce que souvent, les majorations attachées elles sont spécifiques aux dispositions conventionnelles. Donc, il faut vraiment appeler ça avenant complément d'heures. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, YouTube dit qu'ils peuvent poser des questions. Super, YouTube. Merci, YouTube. Ça, c'est bien, comme ça. Comme on testait le nouvel outil. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Vous faites vos timides. Vous avez soif ? Vous dites, elle, c'est pas juste, elle a eu de l'eau. Alors attends, je donne le micro. Normalement, il va marcher. Que la France t'entende. Moi, je reviens juste sur la journée de solidarité. Ah oui. Nous, on a 2 exemples, par exemple. Une journée, donc nous, c'est le lundi de Pentecôte. On a une salariée qui ne travaille pas le lundi. Qu'est-ce que je fais ? Et on a une unité de production qui travaille en 5 cycles. Donc, ils ont forcément les jours, il y en a qui ont jour de repos aussi le lundi. Comment on gère la journée de solidarité, du coup, au cas par cas ? Alors que l'entreprise, normalement, nous, on ne travaille pas cette journée-là, on a un congé de posé pour tout le monde. Oui, effectivement. Ça, c'est des cas qu'on rencontre effectivement souvent en pratique. Et alors, c'est là où, moi, si vous voulez, j'adopte un peu des positions pratiques. Vous voyez que si dans l'entreprise, déjà, il y en a d'autres qui posent congé le lundi de Pentecôte, si, par exemple, ils tombent sur leur cycle où ils ne travaillent pas, je dirais qu'à la limite, ils posent un jour de congé, parce que, grosso modo, ça revient toujours à donner des heures pour cette journée-là, quoi. Et puis après, tu avais le cas d'une personne qui ne travaille pas le lundi. Voilà. Et donc, elle, il faut qu'elle le donne à un autre jour, ou alors, il faut qu'elle pose un jour de congé, même si c'est son jour de repos, quoi. Et alors, l'autre chose qui est importante, parce que ça, je l'ai déjà eu en récupérant des jeunes collaborateurs, c'est qu'il faut que ça figure sur une fiche de paye de l'année. Et ça, c'est important, notamment, moi, j'avais des jeunes filles qui avaient travaillé en supermarché. Imaginez que vous avez travaillé dans un supermarché, on va faire de la pub, Match, au premier semestre, ils vous ont fait faire une journée de solidarité à ce moment-là, et puis hop, vous changez de crèmerie, vous allez chez Cora, et là, on vous redirait de refaire la journée de solidarité. Et bien là, en rapportant justement sa fiche de paye, chez le nouvel employeur, il ne serait pas tenu de faire la journée de solidarité. Donc c'est pour ça que c'est important de le mettre à un moment. Et alors là où on est embêté, c'est quand c'est annualisé. Vous voyez, quand on dit que c'est inclus dedans, généralement on le met sur la fiche de paye de décembre. Du coup, celui qui sera en cycle et qui travaillerait ce lundi, on enlève aussi la journée. Là oui, ça ne sera pas de la journée travaillée, ça sera sa journée de solidarité, mais il l'aura travaillée. Oui, c'est ça. Là, pareil, le CDD, il y est tenu aussi à la journée de solidarité, à hauteur de son horaire contractuel. Et donc, par contre, il sera tranquille pour ses autres employeurs. Mais effectivement, il doit la faire si on a une journée fixe, quoi. Oui, effectivement. Donc celui juste qui travaille le lundi, dans son cycle, on lui enlève ou on lui enlève pas le congé ? Ah ben non, on ne lui enlève pas le congé puisqu'il travaille. Et alors, ce que j'aime bien rappeler, c'est que la journée de solidarité, donc ça, c'est quand même un peu un poison depuis 2004, c'est que j'ai des entreprises qui disent que c'est lundi de Pentecôte et qui imposent un jour de congé. Ça, c'est pas autorisé. C'est-à-dire que quand tu dis que c'est lundi de Pentecôte, il faut permettre
au salarié de venir travailler, parce qu'il n'est pas obligé de donner du temps, hein, enfin, il n'est pas obligé de donner des congés, il peut aussi donner de son temps. Hein. C'est pour ça qu'on disait que là, dans le cas de madame, avec un travail par cycle, où il travaille le lundi, qui tombera le lundi de Pentecôte, lui, il va donner ses heures de travail, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est, par exemple, si c'est 7 heures, ça sera 7 heures au titre de la journée de solidarité. Ouais, mais c'est comme pas tout, parce que de toute façon, il sera obligé de travailler. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça tombe comme ça. Ouais, mais elle ne sera pas valorisée en termes d'argent. Les 7 heures. Oui, c'est comme si on ne la payait pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais nous, on les paye et on prendrait un jour de congé. Ah, bah voilà. Ouais, ça, sinon, vous faites ça. Ailleurs, alors. Ouais. Alors, quelle heure est-il? 16 heures. Donc, on va prendre une dernière question. Toujours pas de questions sur YouTube pour pas qu'on les... Hein, bon. Alors, je vais faire ça, mais il y en a peut-être une qui va venir. Donc, merci pour votre attention. Et donc, à l'année prochaine...